Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Antoine Pellion, secrétaire général à la planification écologique. Monsieur le secrétaire général, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Voilà un an qu'a été créée votre fonction pour poursuivre et renforcer de manière coordonnée l'action de la France en faveur du climat et de la transition écologique. Je ne reviendrai pas sur tous les aspects de cette transition. Vous le savez, monsieur le secrétaire général, dans cette commission, vous avez par définition des commissaires engagés sur le sujet du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et nous savons ô combien les transports, le logement, les activités productives, tous les secteurs sont concernés par ces sujets de transition énergétique, écologique. Et donc notre volonté, vous le savez, l'enjeu principal, c'est avant tout d'embarquer l'ensemble de nos concitoyens de sorte à ce que cette planification écologique, cette transition écologique soit comprise et acceptée de tous. Le défi est immense, nous le savons, d'une part en raison de l'urgence écologique, comme l'a rappelé dans son dernier rapport le Haut Conseil pour le climat, et d'autre part en raison des financements qu'il implique. Nous avons auditionné il y a peu M. Jean Pisani-Ferry et Mme Selma Mahfouz, qui estiment à 66 milliards d'euros par an, dont 25 à 35 milliards d'argent public, le besoin d'investissement dans la transition écologique. Dans un tel contexte, c'est l'ensemble des parties prenantes, ménages, entreprises, acteurs publics qui ont besoin de prévisibilité, de lisibilité pour programmer leur investissement et adapter leurs pratiques, car on ne fait pas des choix structurants pour les décennies à venir à la légère. Il faut veiller bien sûr à ce que l'effort soit justement et équitablement réparti pour emporter l'adhésion de nos concitoyens. Votre audition, monsieur le secrétaire général, est donc l'occasion de faire le bilan de vos travaux au cours de l'année écoulée sur le sujet majeur de la planification écologique et sur les dernières annonces de la Première ministre devant le Conseil national de la transition écologique. Quels seront les grands axes de cette planification écologique? Quels financements y seront finalement consacrés? Selon quelle ventilation? Je rappelle que la Première ministre a annoncé 60 milliards d'euros de financement supplémentaires publics et privés en 2024, soit un ordre de grandeur proche de celui préconisé par M. Pisani-Ferry et Mme Mahfouz. Quel pourrait être le calendrier des différentes mesures envisagées et selon quelle déclinaison dans les territoires cela pourrait se faire? Votre éclairage sur ces points précieux et essentiels. Bien sûr, nous serons pour notre part très attentifs dans cette commission à la déclinaison législative des objectifs affichés et des moyens prévus pour les atteindre. Une loi de programmation pluriannuelle pourrait-elle être envisagée, comme le suggère le Haut Conseil pour le climat? Et si c'est le cas, quel pourrait être le périmètre et l'horizon temporel? Là aussi, nous sommes évidemment très intéressés par votre analyse. Monsieur le secrétaire général, je ne serai pas plus long et je vous laisse donc la parole pour quelques minutes. Et comme il est d'usage, les orateurs de groupe auront l'occasion de s'exprimer. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, merci beaucoup de m'avoir convié à cette audition. Peut-être pour poser un peu le sujet de cette planification écologique, commencer par en rappeler un peu le périmètre qui répond à l'une de vos questions, monsieur le président. Donc on a à la fois dans ce que l'on considère la planification écologique des enjeux de climat, donc bien sûr de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des enjeux importants d'adaptation au changement climatique. Je pense que le sujet vraiment de la baisse d'émissions, enfin, le sujet du climat ne se limite pas uniquement à la baisse d'émissions, le sujet de l'adaptation est bien sûr absolument central. On a des enjeux majeurs aussi de biodiversité, donc de lutte contre l'érosion de la biodiversité, que je mets au même niveau que le climat, hein, les deux sont très liés, j'y reviendrai. Des enjeux aussi de santé-environnement, j'y mets dedans des enjeux à la fois de pollution atmosphérique, de phytosanitaire, etc. Et puis des enjeux aussi de gestion durable de nos ressources. Et dans la partie ressources, j'y mets aussi bien les enjeux par exemple de l'eau,
ressources limitées, que des sujets aussi de foncier, qui sont aussi une ressource rare sur lequel il faut avoir une planification, des enjeux aussi d'économie circulaire. On vient de publier hier un peu nos travaux en termes de documents de travail sur l'économie circulaire, des enjeux aussi de matériaux stratégiques. Quand on parle de transition écologique, on est assez vite face à des enjeux de lithium, de cuivre, etc. Et donc il y a des enjeux de souveraineté autour de tout ça et donc de gestion durable de ces matériaux. Et donc c'est l'ensemble de ces 5 dimensions, donc baisse des émissions de gaz à effet de serre, adaptation, santé, environnement, les sujets de ressources durables et les enjeux de biodiversité que l'on englobe dans les enjeux de planification écologique. Et ça se décline très concrètement en fait dans une très grande diversité de politiques publiques. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi et que la Première ministre a annoncé dès novembre dernier des axes très concrets du quotidien des Français, finalement à la fois les sujets du déplacement, se déplacer, se nourrir, se loger, produire, consommer, et puis protéger nos écosystèmes, et qui sont une façon d'attraper à chaque fois ces 5 enjeux importants. Donc tout cela est en transversal du coup à tous ces enjeux. Pourquoi est-ce que l'on planifie ? On planifie aussi parce que assez vite on se rend compte qu'on a des enjeux de ressources limitées, et donc de ce fait il faut concilier à la fois nos trajectoires d'évolution, à la fois économique, de décarbonation, avec ce que sont la réalité de nos ressources. Je pourrais y revenir, je pense bien sûr au sujet d'électricité décarbonée, est-ce qu'on en a assez ? Je pense au sujet de la biomasse, je pense voilà, tous ces sujets-là. On planifie aussi parce que derrière tout cela, il y a énormément d'évolutions en matière d'emploi et de compétences, donc ces choses se programment, donc ce sujet des emplois et des compétences est bien sûr très transversal. On planifie aussi parce que on voit bien qu'on va, et le Premier ministre l'a indiqué, j'y reviendrai, en matière de financement, mettre beaucoup de moyens pour pouvoir accompagner cette transition. Donc l'important, c'est aussi que ces moyens, ils puissent aider, ils soient au service du renforcement de ce que sont nos filières économiques françaises. Donc je pense, par exemple, on a beaucoup parlé des sujets de voitures électriques, de batteries par exemple, mais demain, il y a aussi un enjeu de monter très fort sur la filière française des pompes à chaleur, sur la filière de la rénovation, etc. Donc beaucoup de sujets de filières économiques qu'il faut renforcer. Et il faut planifier aussi, bien sûr, parce qu'on a des enjeux de financement sur lesquels je vais revenir un peu plus précisément. Donc ça, c'est vraiment pour répondre à votre question sur le champ, cette planification et ces grands axes. Dans cette première année, on s'est vraiment beaucoup concentré sur les sujets de baisse des émissions, de biodiversité, sur lesquels je pourrais revenir, et puis de gestion durable de nos ressources. On a pour l'instant moins abordé, même si du coup ça va être des axes assez prioritaires maintenant pour la phase que nous engageons, les enjeux d'adaptation sur lesquels on pourra revenir, et puis des enjeux aussi de santé-environnement, où là les travaux sont plutôt... des choses ont été engagées, j'y reviendrai, mais en termes de finalisation sont encore dans les prochains mois. Ça vous pose un peu le panorama global. Ensuite, si derrière ça, je zoome un petit peu sur ce qu'ont été sur le sujet des émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous pouvez passer, parce qu'en fait, du coup, j'ai déjà raconté un peu... Pardon. Je m'arrête un instant ici, parce que, Monsieur le Président, vous avez évoqué un point important sur quelles sont les suites, notamment les travaux en matière législative, de documents de programmation, etc., qui sont associés. Cette planification écologique dans ses différentes dimensions telles qu'évoquées, elle va nourrir un certain nombre de travaux, de documents qui sont déjà prévus à la fois par les lois existantes et puis par les lois existantes essentiellement. Donc on a bien sûr le document chapeau, qui est cette loi de programmation énergie-climat sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, j'imagine, dans les différents échanges. Quelque part, le contenu de cette loi, c'est aussi ce que vous en ferez là-dessus. Et donc il y a une dimension, le socle de cette loi est décrit lui-même dans la loi énergie de 2019, sous notre contrôle. Donc il y a à minima un paquet de programmatique d'évolution des objectifs, et puis après il y a plusieurs blocs du coup, qui peuvent être envisagés. Derrière cela, il y a la concrétisation à la fois en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans la SNBC, la concrétisation en matière de programmation pluriannuelle des énergies, et puis bien sûr le sujet de l'adaptation au changement climatique. Et puis en parallèle des enjeux de climat et d'énergie, on retrouve le sujet de la biodiversité. Donc là, la Première ministre a annoncé la semaine dernière au CNTE les grands axes de cette stratégie nationale biodiversité. Et très concrètement, on a demain, autour des ministres Christophe Béchu et Bérangère Couillard, du coup la mise en consultation formelle de cette stratégie nationale biodiversité, avec notamment, et on pourra y revenir, au-delà des axes forts, notamment des sujets de baisse de pression, des moyens aussi qui sont ajoutés. La Première ministre a dit la semaine dernière, notamment à peu près presque 300 millions d'euros budgétaires supplémentaires au titre de 2024 pour renforcer nos actions en matière de biodiversité. Si je continue ensuite sur la question plus spécifiquement des baisses des émissions des gaz à effet de serre, parce que l'un des sujets quand même majeurs de cette première année du SGPE, ça a été de se dire, nous avons du coup un Fit for 55 européen qui renforce l'objectif de baisse d'émissions de gaz à effet de serre à moins 55%, et la question c'est comment est-ce qu'on le fait pour y arriver ?
je passe un instant sur ce petit schéma-là qui est important pour regarder un peu quel était l'historique en fait de baisse des émissions. Pour vous dire que sur la période 2015-2018, vous voyez ici en jaune quelles sont les émissions du pays, vous voyez en marron les objectifs qu'on s'était fixés, et vous voyez du coup en rouge le cumul du retard que l'on a pris sur la période 2015-2018, parce qu'on a été systématiquement au-dessus de l'objectif. Et c'est pour ça qu'en 2018, les contentieux qui ont été faits contre du coup l'action en matière de baisse de gaz à effet de serre a conduit du coup à ce que l'État se fasse condamner. Mais j'insiste sur le fait que dans les années suivantes, vous voyez deux choses, non seulement donc les émissions totales, les objectifs ont été systématiquement tenus, même légèrement en deçà, avec une trajectoire qui est une trajectoire je dirais, structurellement à la baisse, notamment dans les années 2021 et 2022. Et puis il y a eu bien sûr cette année atypique du Covid, avec le confinement fort en 2020, qui a conduit du coup à une baisse beaucoup plus forte des émissions. Quand on regarde le cumul de ces émissions année par année, ça c'est la courbe rouge qui le montre, on a quasiment résorbé le retard qui avait été pris sur les 4 premières années. Donc ça c'est les chiffres du site EPA qui le montrent. Ça veut dire que c'est à la fois un début de bonne nouvelle, parce que du coup les émissions 1 baissent, et puis du coup le retard qui avait été pris est partiellement résorbé. Mais bien sûr, le défi qui est devant nous est très fort, et ça c'est le point suivant, alors pardon, vous pouvez passer juste après, qui le montre, et j'arrêterai après avec les différentes slides, ne vous inquiétez pas. Ça montre qu'ici, sur la gauche, vous voyez ce que sont les émissions totales. Donc vous voyez le point 1990, on était à 544 millions de tonnes de CO2 par an. Vous voyez du coup, pour atteindre les moins 55% en 2030, il faut atteindre globalement, alors c'est moins 50 d'émissions brutes plus 5% de puits de carbone, donc les moins 50% ici donnent à peu près un petit 270 millions de tonnes de CO2 en 2030, et on a fait à la louche la moitié du chemin, du coup en une grosse trentaine d'années, il faut faire l'autre moitié du chemin du coup en 8 ans. Donc ça vous donne du coup l'ampleur de la marche à franchir, de ce qu'est l'objectif du coup des moins 55% de gaz à effet de serre, qui est par ailleurs une nécessité au regard des enjeux 1,5 degré et donc des enjeux aussi de maîtriser ce que seront les conséquences du changement climatique en France. Le travail de répartition qui a ensuite été fait par secteur nous conduit du coup à avoir, vous voyez, des marges qui sont quand même très importantes dans chacun des secteurs. 2-3 commentaires très rapides. Sur la partie transport, on est à 92 millions de tonnes de CO2 en objectif, sachant que l'année du Covid et du confinement, on était un peu au-dessus de 100, donc ça vous montre qu'on a une transformation structurelle à faire des mobilités qui est assez forte. La marche sur les bâtiments est importante. Sur l'industrie, vous voyez que c'est le seul secteur qui a déjà historiquement beaucoup baissé d'émissions. J'insiste sur le fait que c'est pour partie de la mauvaise baisse, c'est-à-dire de la désindustrialisation, mais seulement pour un tiers. 2 tiers de la baisse, c'est de l'amélioration structurelle quand même de l'appareil de production. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle au regard de la façon dont on s'est adapté et on a amélioré nos émissions. Je termine en commentaire sur la droite. Vous voyez que là c'est un sujet qui a l'air un peu mineur, qui sont les puits de carbone, qui est en fait assez massif. Et notamment parce que j'y reviendrai, nos puits de carbone, nos forêts, nos sols agricoles, etc., se sont dégradés au cours nos océans, absolument, se sont dégradés au cours des dernières années, notamment la forêt. Le puits de carbone s'est divisé par 2 en 10 ans, du fait de l'impact du changement climatique, hausse des températures notamment, et puis mortalité de nos forêts. Donc tout le travail qui a été exercé, c'est donc la slide suivante, c'est de se dire finalement est-ce qu'on peut y arriver et comment on peut y arriver à faire tout ça. Et je m'arrêterai là-dessus parce que celle-ci est assez, à mon sens, assez centrale sur les travaux qui ont été effectués au cours de cette première année. Vous voyez ici tous les principaux leviers qui permettent de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça va de l'électrification de la voiture en haut à gauche, la voiture électrique, en passant par la décarbonation des 50 sites industriels, les sujets aussi de rénovation énergétique tout en haut à droite. Vous voyez des sujets de covoiturage à gauche, vous voyez des sujets, voilà, tous les secteurs y sont. C'est à la fois les sujets de baisse des émissions et de puits de carbone. Vous retrouvez aussi la forêt, le stockage dans les produits bois, les sujets de terres agricoles que vous retrouvez en vert. Voilà. Et donc là, au total, si on somme tout ça, on a 216 millions de tonnes de CO2 par an. Ça, c'est ce qu'il faut baisser à l'horizon 2030. C'est quoi ça, c'est 216 ? C'est à la fois le chemin à parcourir pour passer de 2022 à 2030 en termes de baisse des émissions, mais c'est aussi le surplus qui est nécessaire pour pouvoir compenser ce qui normalement augmente toutes choses égales par ailleurs, parce qu'entre maintenant et 2030, la population continue d'augmenter, le PIB continue d'augmenter, donc il y a des émissions tendancielles à la hausse qu'il faut compenser. Et puis ça permet aussi du coup d'atteindre notre objectif, le levier que vous avez sous les yeux en matière d'amélioration de notre puits de carbone. Donc si on fait tout ça, la bonne nouvelle c'est que ça marche, on a un chemin et on arrive à atteindre nos objectifs. Ce que vous montre là, c'est pas vous dire ça sera forcément ce chemin-là,
mais l'exercice qui a été fait, c'est de dire qu'il existe au moins un chemin crédible qui permet d'y arriver. Ensuite, il y a de la discussion à avoir, notamment, j'y reviendrai, territoriale, de façon à regarder si peut-être l'équilibre des différents leviers peut être différent d'un territoire à l'autre, et c'est très bien ainsi. Et donc de ce fait, la question, c'est qu'il faut juste qu'il existe un chemin. Ce petit schéma-là, il est intéressant, je trouve, parce qu'il permet de voir quel est le poids relatif de chacun des leviers. Et il y a des sous-jacents physiques très concrets derrière. Par exemple, la voiture électrique, l'hypothèse, là, c'est 15% de véhicules électriques dans le parc en 2030, ce qui n'est pas incohérent avec les trajectoires qu'on voit ici, qui est un bon compromis entre l'ambition et puis le réalisme. Et vous voyez que ça rapporte, entre guillemets, 11 millions de tonnes de CO2 par an. Dans le même temps, les 50 sites industriels auxquels on peut rajouter le CCS, capture-stockage de carbone, parce que c'est ces mêmes 50 sites qui l'utiliseront, c'est globalement 24 millions de tonnes de CO2 qui peuvent être captées. Le covoiturage, qui est très efficace du coup en matière ratio euro par mégatonne, par million de tonnes évitées, bah, c'est 3 millions de tonnes de CO2 en poussant les curseurs à fond. Là, on est à 6 millions de trajets covoiturés jour. Du coup, là, on a vraiment poussé le curseur au maximum de ce qu'il est crédible de penser. Donc ça donne une notion intéressante qui, vous voyez, là, on l'a regroupé au milieu dans le secteur produire. Vous voyez, c'est globalement une grosse moitié des émissions. C'est globalement les entreprises au sens large plus les activités du secteur public. Ça représente la moitié des émissions. Si on fait une règle un peu à la SERP, là, les collectivités, au sens, c'est elles qui sont en charge des déchets, des transports publics, de l'aménagement du territoire, c'est globalement un quart des émissions directes. Et puis les ménages, du coup, le dernier quart. Ça vous donne une notion de répartition de l'effort. Et après, avec du coup des choses un peu plus fines, hein, le covoiturage, par exemple, c'est 3, donc les ménages font ça. Dans le même temps, les grands sites, ArcelorMittal et les autres, font 25, donc ça donne une notion de répartition juste de cet effort-là. Dans ce qu'on met sur la table ici, on s'est à chaque fois assuré que c'était cohérent, c'est-à-dire qu'on avait suffisamment d'électricité décarbonée pour pouvoir faire tout ça, par exemple. Je pourrais y revenir, qu'on avait suffisamment de biomasse, par exemple, aussi, pour pouvoir faire tout ça. Vous pouvez laisser la slide, pardon, vous pouvez remonter. Donc voilà, donc ça, du coup, je pourrais y revenir dans les questions. Quelque part, ça boucle, et c'est une bonne nouvelle. Dans les différentes typologies de leviers, on voit qu'on a globalement une grosse moitié de ces leviers-là, c'est des solutions qui existent, qui sont matures, qu'il s'agit de déployer. Et pour le reste, les 40% restants, il y a globalement pour moitié une partie d'innovation technologique et pour moitié du changement de comportement, de la sobriété. Et donc c'est équilibré, je veux dire, c'est pas du tout ni technosolutionniste, ni tout sobriété, c'est une forme d'équilibre dans les leviers qui sont utilisés ici. Voilà, donc, et encore une fois sur le sujet, derrière l'exercice, donc il est fait au niveau national pour l'instant, donc il y a un enjeu majeur maintenant, et ça c'est les travaux qu'on continue de mener, et on a eu de nombreuses discussions avec les associations de collectivités locales et un certain nombre de collectivités elles-mêmes pour se dire comment on territorialise tout cela, puisque la territorialisation est importante, et derrière ça va conduire à ne pas retenir forcément tous les leviers dans chaque territoire, et peut-être à pondérer différemment chacun des leviers, c'est tout l'exercice qui est en cours. Sur la question, et pour en finir du coup avec le propos introductif, notamment sur la question des financements sur lesquels vous m'interrogez, Monsieur le Président, donc effectivement, on est tout ce travail en fait derrière de leviers concrets d'action, il a été chiffré, ça conduit à des estimations qui sont proches de celles du rapport de Jean Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz en termes de montant d'investissement. Donc derrière le sujet, c'est de franchir une première marche en termes de moyens mis à disposition et d'investissement dès 2024 pour être en cohérence avec tout cela. Je pense que c'est le sens des annonces de la Première ministre la semaine dernière. Je pourrais y revenir dans les différentes questions sur le lien entre ces premiers 7 milliards et puis du coup les 66 milliards d'euros du plan Pisani-Ferry, sachant que derrière il y a un enjeu effectivement de mobilisation d'argent public, mais aussi assez massivement d'argent privé, que ce soit celui des entreprises, des ménages, et puis dans l'argent public, à la fois le sujet de l'État et des collectivités. Et c'est bien l'ensemble de tout cela qui permet, in fine, d'atteindre cette ordre de grandeur. Voilà peut-être pour une introduction, Monsieur le Président, et puis je répondrai bien volontiers à vos différentes questions. Très bien, nous passons donc aux orateurs des groupes. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Damien Adam. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, je suis très heureux que notre commission puisse vous auditionner ce matin sur un sujet qui dépasse les clivages politiques, la transition écologique. Tous ceux qui ont gouverné dans notre pays ont fait avancer cette noble cause, avec, pour ne citer que quelques exemples, le Grenelle de l'environnement ou la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le fait est que malgré tout ce qui a été fait ces dernières années, ce qui était une cause pour l'avenir est devenu une urgence pour le présent, tant les effets du réchauffement climatique sont devenus aujourd'hui tellement concrets qu'ils ont presque fait taire jusqu'aux derniers climato-sceptiques.
Face à cette urgence, la politique devait accélérer et je suis fier d'appartenir à la majorité derrière le président Macron qui est au rendez-vous de cette accélération avec la création du Haut Conseil pour le climat, la Convention citoyenne pour le climat et son pendant législatif, la loi climat et résilience. Et nous sommes aussi la première majorité à avoir respecté la trajectoire carbone, les budgets carbone, alors que le quinquennat Hollande, vous l'avez rappelé, a été condamné par la justice pour non-respect des objectifs durant la période. Le président de la République, alors candidat, avait indiqué lors de sa campagne 2022 qu'il souhaitait créer le SGPE pour nous permettre d'accélérer encore plus. Nous avons doublé les rythmes dans le quinquennat précédent des émissions de baisse des émissions de gaz à effet de serre par rapport à celui d'avant, et nous devons encore doubler le rythme durant ce quinquennat. Après un an de travail, vous vous apprêtez à rendre à la rentrée votre rapport complet sur la manière dont notre pays va pouvoir atteindre les objectifs climatiques à 2030 de moins 55% et la neutralité carbone en 2050, avec des objectifs secteur par secteur et mesure par mesure à prendre, le tout avec pour la première fois une vision à 360 degrés permettant que tout se tienne, et vous l'avez rappelé, les objectifs de réindustrialisation par rapport aux objectifs de production d'électricité, la quantité de matières premières, le recyclage, l'eau et la biomasse. J'ai d'ailleurs une question au sujet de la biomasse, que dans votre rapport vous indiquez qu'il y aura des arbitrages à faire, des choix à mener sur ce sujet, puisque c'est une ressource qui est finie, et donc il va falloir faire des arbitrages. J'aimerais bien que vous en parliez. Tout comme les puits de carbone, c'est effectivement aussi un élément que le Haut Conseil pour le climat met des alertes, donc j'aimerais bien que vous nous donniez quelques éléments là-dessus. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Daniel Grenon. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues. L'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% à l'horizon 2030 et dans un second temps, atteindre la neutralité carbone en 2050 est un projet ambitieux. Afin d'atteindre cet objectif, il semble nécessaire de changer de paradigme. L'obsession marquée depuis quelques années pour la transition écologique a amené l'État à commettre plusieurs erreurs d'appréciation par aveuglement idéologique, notamment de la voiture toute électrique. Dans un avis publié l'année dernière, l'ADEME considère qu'actuellement, l'intérêt environnemental n'est pas garanti pour les véhicules électriques dont la capacité de la batterie est supérieure à 60 kWh, lorsqu'est pris en compte l'empreinte carbone sur l'ensemble de la durée de vie. Cela semble pour plusieurs raisons. L'importation de batteries électriques ou de matériaux rares, l'énergie des centrales à charbon utilisées pour la fabrication du véhicule. Il est nécessaire d'accélérer la réindustrialisation de notre pays, tel que le Rassemblement national le préconise depuis des dizaines d'années, afin de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les mesures prises, qu'il s'agisse du projet de loi Industrie verte ou de projet de loi d'accélération du nucléaire, ne verront pas le jour avant plusieurs années, alors que l'échéance est fixée à 2030 se rapproche. Comment comptez-vous atteindre les objectifs fixés ? À quel moment pensez-vous que les mesures prises lors de ce quinquennat produiront leurs effets significatifs ? Enfin, un tel objectif aura nécessairement un impact sur les finances des Français et plus particulièrement des plus démunis. Comment pensez-vous encourager et aider nos concitoyens à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre sans pour autant leur imposer une écologie punitive? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Anne Stenbach-Terre-Noire. Merci, Monsieur le Président. Je peux le dire, nous sommes prêts. En 6 ans, beaucoup a été fait. Aujourd'hui, l'accélération continue et nous sommes bel et bien sur le chemin de la neutralité carbone. Ces mots sont ceux d'Elisabeth Borne le 12 juillet. Mais ce que vous nous proposez là, c'est pas une accélération, c'est un démarrage en côte, particulièrement poussif, et rien ne nous dit que vous n'allez pas une fois de plus caler en cours de route. Parce qu'il paraît que vous avez un plan pour faire face à l'urgence climatique, à l'effondrement massif de la biodiversité, mais donc on ne l'a toujours pas. Et je vous cache pas qu'après le plan PIFAS qui proposait d'attendre 2026, le plan eau qui oubliait agriculture et qualité de l'eau, ou encore le plan incendie qui ne remettait pas en question le système de gestion des forêts, on n'est pas rassuré. Et personne n'oublie la longue liste de condamnations à l'encontre du gouvernement. Juste sur ces 3 derniers mois, le Conseil d'État a rappelé encore à l'ordre quant à la réduction des gaz à effet de serre. Le Haut Conseil pour le climat pointait une action insuffisante et le tribunal de Paris condamné pour préjudice écologique sur le vivant quant à l'utilisation des pesticides. Rien que ça.
Or là, Madame Borne annonce des moyens proches de ceux réclamés par l'économiste Pisani-Ferry, une hausse considérable des moyens, je vous cite Monsieur Pellion, dans une ambiance de désendettement. Mais le rapport Pisani-Ferry préconisait justement de s'endetter pour investir massivement face à l'urgence écologique. Quand va-t-on cesser de faire passer la dette, qui n'est qu'une convention sociale, avant la préservation de nos conditions de survie? Et à quand un impôt sur la fortune vert, comme le proposait aussi le rapport? On attend de l'État qu'il identifie et cible en priorité les principaux responsables de la crise climatique, les ultra-riches et les multinationales. Au lieu de quoi, ils préfèrent donner la Légion d'honneur au PDG de Total un 14 juillet, sans doute pour le féliciter de la poursuite de ses projets écocides. Vous étiez un défenseur de la taxe carbone en 2018, une taxe qui frappait les ménages modestes et qui avait provoqué le mouvement des Gilets jaunes. N'avez-vous rien appris? Il est grand temps d'aller chercher l'argent là où il est pour un véritable plan d'ampleur, pour un quoi qu'il en coûte écologique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Chers collègues, si on peut simplement s'écouter, que vous soyez pas d'accord avec les propos qui sont déployés, c'est votre sujet, mais laissons les orateurs de groupe s'exprimer, comme nous allons le faire avec les Républicains et Emmanuel Maquet. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur Pellion. Après la loi de transition énergétique de 2015 et son fameux plafond de 50% de production d'électricité d'origine nucléaire qui a tant fragilisé notre mix électrique, nous voyons arriver avec perplexité ce nouvel objectif de 50% qui concerne cette fois la réduction des émissions de carbone d'ici 2030. Le groupe Les Républicains admet le caractère nécessaire des intentions, mais ne peut s'empêcher de craindre que ces objectifs soient inatteignables. En politique, la naïveté, ce n'est pas une excuse, c'est une faute. C'est une faute car depuis la première décision grande sainte de 2020, un objectif environnemental mal calculé, c'est un risque juridique pour l'État et donc pour le bien commun. Ce sera ma première question. Le ministère avait-il conscience d'offrir aux associations environnementales un outil de contentieux d'autant plus efficace que les objectifs seraient ambitieux? Pire, ne l'a-t-il pas fait à dessein? Êtes-vous certain que la sécurité juridique de la planification dont nous discutons aujourd'hui est bien assurée? Outre la fin que nous souhaitons tous, les moyens semblent complètement sous-dimensionnés. Le récent rapport Pisani-Ferry parle de 67 milliards d'euros par an nécessaires. Or, le gouvernement n'a promis que 7 milliards d'euros de crédits supplémentaires l'an prochain, éparpillés sur un panel trop large de missions budgétaires. Autrement dit, nous sommes dans l'attente d'un apport incertain des collectivités et de l'épargne privée, et plus précisément d'une ponction. Pourtant, les efforts à mettre en œuvre sont colossaux. Moins 50% en 2030, cela signifie de réduire nos émissions 2 fois plus vite que nous le faisons actuellement. Cela signifie de passer de 1,5 à 15% de voitures électriques. Cela signifie de multiplier les rénovations globales de logements par 3. Comment l'action publique pourra-t-elle se mettre en ordre de bataille pour mobiliser les investissements nécessaires à cette révolution industrielle? Enfin, quelle place la planification écologique accorde-t-elle aux émissions importées dans votre planification, sachant que celles-ci font bondir de 78% dans la même période où nos émissions internes avaient baissé de 30% depuis 1995? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, modem et indépendant, la parole est à Bruno Millienne. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues. Une fois n'est pas coutume, je souhaiterais commencer cette intervention par un satisfecit, celui de voir que nous avons réussi à atteindre nos objectifs nationaux de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2022, confirmant ainsi la trajectoire continue de baisse enclenchée depuis 6 ans, mis à part bien sûr l'effet rebond post-Covid. La vérité n'est jamais amusante à dire, sans cela, tout le monde la dirait, disait Audiard. Eh bien, je souhaite ce matin que cette vérité soit dite, loin des anathèmes caricaturaux de certains de mes collègues. Cette vérité ne nous exonère cependant pas d'accentuer nos efforts tant il y a à faire pour sortir en quelques années d'un siècle et demi de dépendance au carbone. Depuis 30 ans, les partis successifs au pouvoir, y compris ceux qui nous accusent aujourd'hui de ne rien faire, ont émis de grands principes incantatoires, fixé des objectifs à long terme et surtout rien fait ou si peu pour les atteindre. L'existence même du secrétariat que vous dirigez et le plan que vous présenterez manquent un changement de paradigme majeur puisqu'il s'agit aujourd'hui, loin des incantations, de mener un travail précis, appuyé sur des données scientifiques, des technologies matures pour la majorité d'entre elles et des perspectives réalistes. C'est inédit et surtout indispensable si on veut réduire nos émissions de 50% par rapport à 1990 en 2030. Pour conclure, je souhaiterais vous interroger sur un procédé qui a particulièrement suscité mon intérêt ces derniers temps, à savoir celui de l'élimination de carbone par processus biologique ou par stockage durable. J'aimerais en effet avoir votre avis sur ces technologies. J'ai vu qu'elles étaient d'ailleurs présentes dans votre planification. Est-ce une piste suffisamment crédible pour espérer
pour en espérer plus que ce que vous avez prévu, notamment sur la slide qu'on voit là? Et est-ce qu'on peut espérer effectivement capter plus de carbone et à quelle échéance? Merci. Puisque Bruno Millienne parle de slide et au regard des messages que j'ai reçus, ne vous inquiétez pas, nous allons vous envoyer la présentation pour le groupe socialiste et apparenté. La parole est à Chantal Jourdan. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, merci pour votre présence et pour votre présentation. Dans le contexte d'urgence climatique que nous avons trop longtemps négligé, les effets sont manifestes et inquiétants. Pour atteindre la neutralité carbone et le respect de nos écosystèmes, une vision, une planification des actions et leur financement doivent être clairement énoncés. La semaine passée, la Première ministre a présenté les moyens alloués à la planification écologique aux membres du Conseil national de la transition écologique. 60 milliards d'euros bruts seraient donc investis pour financer la planification écologique en 2024. Cela reprend quasiment les recommandations du rapport Pisani-Ferry et Mahfouz. La Première ministre a précisé que l'État investira 7 milliards d'euros supplémentaires par rapport à 2023. Pouvez-vous nous préciser d'où proviendront ces financements dans les finances publiques et d'où proviendra le reste des 53 milliards? Pouvez-vous également nous confirmer que le gouvernement se refusera toujours à mettre à contribution les plus aisés par un impôt sur la fortune destiné à financer en partie notre transition écologique? Dans les prochains mois, de nombreuses échéances auront des impacts sur la vie quotidienne des Français et Françaises et les engageront pour les années à venir. Stratégie nationale bas carbone, programmation pluriannuelle de l'énergie, plan national d'adaptation au changement climatique. Nous espérons évidemment que les décisions seront à la hauteur des ambitions affichées et des besoins réels. Pouvez-vous nous indiquer sur la base de quel scénario la planification du gouvernement est-elle établie? Quel est le récit? Nous espérons que ces décisions intégreront une nécessaire sobriété. La sobriété comprise comme une réelle évolution de nos modes de vie, de production, de rapport à la nature, et non seulement comme la réalisation d'économies d'énergie. Vous avez fait référence à des changements de comportement nécessaires. Pouvez-vous nous préciser cette dimension? Le gouvernement est-il prêt à enfin porter le discours d'une indispensable évolution de notre modèle de développement? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est à Anne-Cécile Violent. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, chers collègues. Tout d'abord, au nom du groupe Horizon et apparenté, je tiens à vous remercier pour cette présentation, une présentation aux objectifs clairs, ambitieux, dont nous devons effectivement urgemment nous saisir. Je suis heureuse que le secrétariat général de la planification écologique soit pour la première fois confié à la Première ministre. Il s'agit là d'une décision forte, symbolique, dont nous ne pouvons que nous réjouir au regard de l'ampleur de la transition engagée. Parmi les différents axes que vous mentionnez, c'est sur celui de l'engagement que je souhaiterais intervenir. Associer toutes les parties prenantes et acteurs à cette transformation, c'est aussi et avant tout coordonner les politiques locales au sein même des collectivités territoriales. Une première question, comment penser la territorialisation dans cette transition? Ensuite, je voudrais aborder plus spécifiquement la question de la production d'énergie. Dans le cadre de la volonté générale de sortie des énergies carbonées telles que le gaz et le fioul, l'interdiction des chaudières à gaz ne peut se faire sans accompagnement orienté des acteurs locaux. L'exclusion d'appareils qui alimentent près de 12 millions de foyers implique non seulement une réduction du bouquet de solutions à disposition des ménages, mais aussi une accentuation potentielle des inégalités sociales et territoriales, notamment dans l'éventualité où il s'agirait pour eux de se tourner vers des pompes à chaleur, par exemple, au coût et à l'obsolescence parfois bien plus élevés. Ces changements n'en demeurent pas moins nécessaires, indispensables. Quelle perspective envisagez-vous vis-à-vis des nouvelles énergies vertes issues de structures telles que celles des méthaniseurs, le biogaz pouvant effectivement constituer un scénario au moins complémentaire dans le processus de décarbonation? Je crois qu'il y a un véritable équilibre reste à trouver entre le verdir et le bannir de l'énergie dans le cadre de sa mise en application territoriale. Et enfin, vous avez fait un certain teasing sur la santé-environnement. Vous aviez dit que vous y reviendrez, donc j'attends impatiemment de voir comment vous intégrez cette question de la santé-environnement dans cette planification de transition écologique. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Marie Pochon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Peillon, il y a 1 an a été créé un secrétariat dédié à la planification écologique. Ce fut une bonne intention et nous vous remercions pour le travail accompli. Ce plan présente les grandes orientations qu'il faut suivre. L'essentiel correspond aux recommandations scientifiques et à des messages que nous portons depuis des années sans être entendus, comme la nécessité de réduire certaines pratiques, comme la consommation de viande ou l'utilisation des intrants chimiques, et d'en développer d'autres, comme l'éolien ou les transports en commun.
Oui, mais, car il y a un mais, ou plutôt deux. D'abord, celui des objectifs. L'objectif de baisse des émissions brutes de 50% d'ici 2030 par rapport à 90 n'est pas à la hauteur des moins 62% nécessaires à la trajectoire compatible avec un réchauffement climatique limité à plus 1,5 degré. Ensuite, sur le manque de déploiement concret du plan. S'il y a quelques mesures sur les volets mobilité ou bâtiments, l'essentiel du plan, notamment sur le volet préservation de la nature, relève largement des grandes intentions. Quand on n'en a plus le temps. Il est important, oui, de lutter contre la pollution lumineuse, les produits phytosanitaires, de mieux gérer la forêt ou de restaurer les habitats, comme vous le recommandez. Mais les bonnes intentions et les jolis discours ne suffisent plus. Pourquoi nous pensons que sans changement de méthode, ce plan échouera? Car ce n'est pas la première fois que le gouvernement se fixe des objectifs sans les atteindre. Moins 23% d'énergie renouvelable en 2020, c'est un échec. 15% d'agriculture biologique en 2022, échec. 20% de bio dans les cantines, échec. Moins 50% de pesticides, échec. Engrais, rénovation des logements, mais 2 minutes ne suffiraient pas à lister tous nos échecs. La réalité est que la majorité n'est pas prête à changer de modèle, n'a pas encore le courage de tenir bon face aux industriels pour soutenir les mesures nécessaires et préfère se cacher derrière des solutions techno-solutionnistes chimériques. Et cette année n'a pas échappé à la règle puisque la majorité s'est opposée à des mesures aussi basiques que l'introduction d'une option végétarienne dans les lycées ou l'interdiction des panneaux lumineux. Pensez-vous, monsieur le secrétaire général, que nous pourrons atteindre nos objectifs sans passer par ces mesures basiques de sobriété ? Enfin, réussir la planification suppose de soutenir nos artisans, agriculteurs, entrepreneurs qui s'engagent en faveur de la transition écologique. Or, ceux-là sont chaque jour moqués quand la République réserve ses honneurs aux climato-sceptiques qui nous enferment dans les énergies fossiles. Je vous remercie. Et enfin, pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, la parole est à Jean-Louis Bricout. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues. Ce quinquennat devait être celui de la planification écologique et énergétique. Pourtant, sur le volet énergétique, nous avons enchaîné les textes techniques sans que soient déterminés les contours de notre futur mix énergétique, puisque le projet de loi de programmation sur l'énergie et le climat n'est toujours pas présenté. Il en va de même pour la protection de notre environnement. Nous sommes toujours dans l'attente de la présentation des grandes lignes de la stratégie nationale pour la biodiversité. Le Conseil national de la planification écologique devait être d'ailleurs l'occasion de présenter ces textes clés. Celui-ci ayant une nouvelle fois été reporté, il nous faut nous contenter de quelques annonces concernant le financement. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, nous prédit que le budget 2024 sera le budget du désendettement vert. Ce sont donc 7 milliards d'euros qui seront mis sur la table par l'État pour financer la transition écologique. Pour un effet multiplicateur, vous espérez aussi que cela générera 20 milliards d'euros d'argent public supplémentaire. Il faudra pour cela compter sur les collectivités territoriales, mais en ont-elles seulement les moyens alors que vous ne cessez de rogner sur leurs recettes, suppression de la taxe d'habitation, de la CVAE? La preuve est d'ailleurs sur les collectivités territoriales. Où en êtes-vous sur la déclinaison territoriale des objectifs nationaux? Quelles sont vos méthodes et vos partenaires pour les prises de décision? La Première ministre a aussi acté une augmentation du budget MaPrimeRénov', porté à 4 milliards d'euros. Ces moyens supplémentaires sont essentiels pour réussir le pari des 200 000 rénovations globales. C'est une multiplication par 3 dès 2024. Ils doivent cependant s'accompagner d'une refonte des dispositifs d'aide pour que ceux-ci gagnent en efficacité et cessent de subventionner majoritairement des monogestes. Qu'allez-vous proposer en ce sens ? La transition écologique doit être acceptée par tous et en outre intégrer les enjeux sociaux. Avez-vous anticipé les suppressions d'emplois qui pourraient résulter de l'impératif écologique et mettez-vous en place des dispositifs d'accompagnement des reconversions professionnelles vers les nouveaux emplois créés? Merci. Merci. Tous les orateurs de groupe ont pu s'exprimer. Monsieur le secrétaire général, je vous laisse le soin de répondre en sachant que nous avons d'ores et déjà une dizaine de questions et comme je sais que votre temps est contraint, je préfère vous préciser le nombre de questions en amont. Merci, monsieur. Merci, monsieur le Président. Merci pour vos questions. Peut-être alors plusieurs éléments de réponse en essayant d'être assez complet et néanmoins succinct. Je commence peut-être par redire que cet objectif de moins 55% en 2030, je dirais, on ne se l'est pas imposé par plaisir. C'est une nécessité absolue de façon à pouvoir tenir cette trajectoire du coup, de limitation du réchauffement climatique. On est en train de vivre, je pense, chaque été assez douloureusement
quelles sont les conséquences du changement climatique. Et donc de fait, on a une nécessité d'en arriver à cette ampleur de baisse d'émissions de gaz à effet de serre qui concerne bien sûr la France, mais aussi tous les autres pays. Alors à la question de se dire, mais la France n'est que 1% des émissions, donc à quoi bon? Je pense que c'est pour le coup une double mauvaise remarque, à la fois sur le fait que si on ne le fait pas, il n'y a aucune raison que les autres le fassent, mais au-delà de ça, il y a un intérêt propre pour l'ensemble des Français, du coup, à d'ores et déjà baisser, puisqu'en réalité, on l'a vu avec les sujets, par exemple, les conséquences de la guerre en Ukraine sur la hausse des prix de l'énergie fossile. On est face du coup à un futur avec des chocs à venir en matière de prix, d'incertitude géopolitique, qui fait que plus on sort vite des énergies fossiles, plus on est résilient et que plus le pouvoir d'achat de nos concitoyens du coup est protégé de tout cela. Donc quelque part, c'est moins 50%, et ça répond aussi notamment à une forme d'interrogation de M. Maquet tout à l'heure. Ils sont une nécessité, il faut absolument qu'on y arrive. Et ensuite, la question, c'est comment on y parvient. Ce que je vous montre aujourd'hui montre qu'il n'y a aucune solution miracle qui permet d'atteindre tous ces objectifs-là et qu'on a nécessité du coup de déployer une série de solutions. Et donc de ce fait, on a un peu, elles sont nombreuses, mais en limitant à une petite partie d'entre elles, on n'atteint pas cet objectif. Donc on a une nécessité d'aller sur tous les champs, et d'où ce graphique que je vous montre là qui l'illustre. J'insiste sur le fait aussi, alors il y a une très bonne remarque qui a été faite en se disant vous nous parlez beaucoup d'émissions directes, mais l'empreinte carbone, qu'en est-il les émissions importées, qui était aussi l'un des points. Donc là, il y a clairement dans les travaux de planification, et je pourrais revenir en détail, un enjeu aussi de limiter plus généralement l'empreinte carbone. Et donc de ce fait, notamment sur ne citer que le cas des voitures, et ça répond au passage à un point de M. Grenon. L'analyse a clairement été faite en cycle de vie d'ores et déjà. J'ai les chiffres, on peut les mettre à votre disposition, ils sont publics. Il y a clairement une baisse d'émissions quand on regarde l'intégralité des émissions, à la fois des émissions directes de la voiture et des émissions à la construction. Du coup, il n'y a pas de débat sur le fait que la voiture électrique émet beaucoup moins du coup qu'une voiture thermique, et que par ailleurs, le président de la République l'a annoncé récemment, tous les dispositifs de soutien, donc le bonus notamment, vont aller être conditionnés à partir de 2024 à l'empreinte carbone du véhicule, ce qui permet d'éviter de financer des voitures qui sont construites dans des pays qui émettent beaucoup, par exemple les voitures construites en Chine sur un mix charbon par exemple, ne bénéficieront pas des soutiens publics. Donc ça me conduit à dire, voilà, le sujet des émissions importées est absolument indispensable. En ordre de grandeur, c'est autant que les émissions directes françaises, donc c'est vraiment de très grande ampleur. Je continue dans les propos un peu généraux de dire que ces questions du coup on vous présente pas un plan ici pour dire qu'un jour on le mettra en œuvre, c'est-à-dire que d'ores et déjà il y a un grand nombre d'actions qui sont engagées. On s'est attaché, et on peut y revenir, moi je suis à votre disposition presque sujet par sujet pour dire quelles sont toutes les actions d'ores et déjà mises en œuvre et quelles sont celles qui continuent à l'être, et donc du coup année par année on s'engage à rendre compte de l'avancée de chacune de ces boîtes-là, avec du coup un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre de dire est-ce qu'on est sur le bon rythme ou pas, et si jamais on a des problèmes du coup de choses qui avancent moins vite que d'autres, de se dire vers quelle autre action on bascule pour pouvoir les compenser. Donc on est vraiment sur un dispositif très opérationnel de mise en œuvre de ces baisses d'émissions sur tous les secteurs. Et j'en profite ici pour dire que le début de l'année 2023 a d'ailleurs montré qu'on était sur la bonne pente en termes d'accélération. Le CITEPA ayant rendu ses données publiques, on est à moins 4,2% de baisse au premier trimestre, ce qui est quasiment, pour le doublement de la baisse d'émissions, c'était moins 5%, et donc là on est à 4,2% par rapport à 5%, donc ça montre qu'on accélère très nettement. Alors il y a une partie qui est conjoncturelle du fait de l'hiver doux, mais une partie qui est structurelle aussi, et ça montre qu'on est vraiment d'ores et déjà sur la bonne pente. Si je rebascule, maintenant je rebalaye un peu plus largement les points qui ont été évoqués. Donc sur la voiture électrique, j'y ai répondu. Sur les questions, Madame Sandbar-Ternoir, sur le sujet du Conseil d'État, des sanctions qui ont été données, etc. Je pense que le Conseil d'État, en début d'année, je pense qu'il faut bien redire les choses, c'est-à-dire qu'il avait ouvert un contentieux pour le motif que j'ai indiqué précédemment, qui est que les émissions avaient été brutalement dépassées sur la période 2015-2018. Le Conseil d'État a reconnu en début d'année que du coup le gouvernement avait accéléré la baisse des émissions et donc du coup avait quasiment rattrapé le retard. Donc au regard du premier contentieux qui est les dépassements historiques, je dirais l'affaire est globalement quasiment terminée. Après il y a du coup le sujet de est-ce que vous avez mis les moyens pour atteindre l'objectif 2030, et là le Conseil d'État
nous a mis quelque part sous surveillance, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas mis sous astreinte. Il a reconnu que les efforts faits au cours des derniers mois permettaient de crédibiliser une trajectoire. Par contre, il dit j'ai besoin de vérifier et de suivre le fait que cette trajectoire soit tenue. Et donc, il y a un point de revoyure qui a été posé. Donc, je pense au contraire, j'interprète comme étant très clairement un signe d'un retournement de situation par rapport au plan d'action qui est proposé. Sur le rapport, vous évoquez le rapport Pisani-Ferry en disant il faut plus de dettes. Je voudrais quand même du coup poser un point important, me semble-t-il, c'est qu'on voit bien que ce sujet de transition, donc il y a tout un volet sobriété et un volet investissement de façon à pouvoir changer un certain nombre de dispositifs, de chauffage, de voitures, d'appareils de production, etc. Et donc pour tout cela, il faut beaucoup investir. Cette transition, elle est, pour en gérer du coup son réalisme et sa faisabilité, on a besoin d'avoir accès à un financement à un coût raisonnable. Plus on fait augmenter et exploser la dette, plus du coup, le coût du financement va être extrêmement élevé. Et donc, plus la transition du coup écologique sera difficile à financer. Donc, c'est vraiment un équilibre qu'on doit tenir. Il faut plus investir, mais tout en maîtrisant la dette. Sinon, en fait, on n'arrivera pas à faire cette transition écologique. Et donc, c'est ça tout le projet qui est proposé ici, et c'est pour cela que les ministres Attal et Le Maire ont bien précisé qu'à la fois il y avait dans ce budget 2024, je ne suis pas ici pour vous révéler l'intégralité du détail du budget 24 bien sûr, mais cet équilibre important à la fois avec beaucoup plus de moyens, cette hausse, cette marge de 7 milliards, dont je précise que ce sont des crédits de paiement, donc derrière il y aura la discussion du coup dans le PLF, quelles sont toutes les autorisations d'engagement associées, et ce qui du coup sont nécessairement supérieurs par rapport aux chiffres qui ont été donnés, de façon à pouvoir conduire à ces crédits de paiement de 7 milliards d'euros, mais tout en maîtrisant globalement la dette, et ça du coup dans les solutions de financement, elles sont présentées de façon globale, c'est-à-dire le point ici du gouvernement est de dire on ne cherche pas à financer poste à poste chacune des dépenses, c'est le budget global, mais de façon assez classique finalement, du budget de l'État qui sera globalement financé et équilibré. Donc ça c'est vraiment un point important. Sur le sujet, ensuite, cher Bruno, du coup des questions de capture, stockage de CO2, donc là dans le plan qui a été mis sur la table, on a pour l'instant 6 millions de tonnes de CO2 à l'horizon 2030, je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'ici 2030, donc dans les quelques années qui nous séparent à 2030, je pense qu'il est peu réaliste d'imaginer qu'on aille beaucoup plus loin sur capture-stockage de carbone. Là, ce que vous voyez, les 6 millions, ça correspond globalement aux projets d'ores et déjà identifiés, du coup, sur les gros sites industriels. Il n'y a aucun stockage français. C'est essentiellement, du coup, des choses sur Dunkerque notamment, et donc qui sont stockées en mer du Nord ou sur le site de Fos. Par contre, le post-2030, la période 2030-2050, là, il y a potentiellement un gisement pour aller plus loin sur ce sujet-là, même si pour l'instant, les études fines n'ont pas encore totalement été faites, donc c'est des choses qui restent à venir. Et là, il y a à la fois le sujet de capture du coup du stockage, du carbone du coup en sortie de cheminée, et puis après, il y aura les sujets demain de se dire est-ce qu'il y a d'autres technologies de capture, voilà. Sachant que pour l'instant, le plus grand puits, c'est quand même le puits naturel, c'est celui-là qu'il faut préserver, et donc c'est avant tout nos sols, nos terres, notamment les sujets des terres agricoles. Donc du coup, on a les changements de pratique, des sujets de couverts végétaux, etc., qui sont essentiels. Les sujets de forêt, qui sont assez massifs, et puis l'océan, bien sûr, même si du coup nos leviers directement pour agir sur l'océan sont moins directement activables en termes de politique publique immédiatement, même si la protection, c'est la protection, on a les aires protégées, etc. Donc ça y contribue. Ce qui, du coup, je parle d'aires protégées, me donne l'occasion de répondre à un point de M. Bricou qui disait qu'on attendait toujours les axes de la stratégie nationale de biodiversité. Donc ils ont été annoncés par la Première ministre la semaine dernière au Conseil national de la transition écologique. Et demain, il y a un Conseil national de biodiversité avec du coup tous les spécialistes de la biodiversité dans lequel l'intégralité du plan détaillé est présentée. Et donc il leur a déjà été transmis, et à l'issue de ce conseil, le document sera intermédiairement rendu public pour consultation. Donc l'ensemble du plan d'action sur la biodiversité est rendu public avec encore une fois des moyens supplémentaires qui sont adossés, sur lesquels la Première ministre s'est exprimée. Sur la question du coup de Madame Jourdan, donc les 7 milliards d'euros, j'ai évoqué le sujet du bouclage global du budget, donc c'est le PLF qui indiquera comment tout cela est financé et compatible avec le désendettement. On ne cherche pas à financer poste à poste, le budget de l'État, donc du coup tout cela est fongible. En termes de justice, notamment de justice fiscale, puisque le point sur le sujet, donc je vous confirme que le gouvernement n'a pas dans ses projets de rétablir l'impôt sur la fortune pour financer ce plan d'action. Néanmoins, j'insiste sur un point, notamment quand Bruno Le Maire, Gabriel Attal et puis le ministre Béchu indique, c'est la position du gouvernement, qu'on va augmenter par exemple le malus sur
les véhicules lourds ou les gros véhicules, ou encore augmenter la taxe sur les véhicules de société de façon à pouvoir inciter à la bascule à l'électricité. On a quand même du coup à la fin, quand je regarde du coup ce que ça fait concrètement, c'est le fait que les entreprises et puis ceux qui ont les moyens de s'acheter des gros véhicules neufs, du coup contribuent au financement de la décarbonation du pays, et c'est aussi une forme de justice fiscale, il me semble. Vous m'interrogiez, Mme Jourdan, sur les sujets quel scénario, quelle part des comportements. Donc la réponse très concrète, ce scénario, vous l'avez sous les yeux en termes de levier concret. Donc là, ça vous dit quelles sont toutes les actions que l'on mobilise, et donc derrière, quel est le poids respectif de chacune d'entre elles. Et puis derrière, dans les documents qu'on a rendus publics, qu'on vous retransmettra aussi, on a le chemin année par année qui nous conduit à cela. Donc c'est extrêmement concret et étayé pour pouvoir justifier justement la façon dont on y arrive. Et c'est justement ces leviers-là dont je disais tout à l'heure qu'ils étaient pour moitié du coup de la généralisation de solutions existantes, et après pour l'autre moitié, un quart du coup de changement de comportement, et puis le dernier quart du coup de solutions d'innovation nouvelles. J'insiste sur le fait que ça c'est très lié au fait que on se parle, c'est la période entre maintenant et 2030, donc c'est demain. Et donc de ce fait, il faut agir vite avec les moyens disponibles. Après, la préparation d'après-demain, donc de ce fait, la période 2030-2050, elle est encore, du coup, c'est un autre sujet sur lequel on travaille collectivement très activement. Il y aura du coup une part à la fois de comportementale sobriété et aussi d'innovation nécessairement plus importante, de façon à pouvoir continuer à accélérer ces baisses d'émissions. Sur la question, Madame Violent, sur la territorialisation, vous posiez ce sujet qui est absolument central. Donc, pour l'instant, déjà le premier point, c'est que les territoires ne nous ont pas attendu, le SGPE et puis cette année pour pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, quelque part, on rattrape côté État ce que des territoires ont engagé de longue date, c'est-à-dire une vision à 360 des sujets de transition écologique, que ce soit sur les questions de ressources, d'adaptation, de baisse d'émissions, etc. Néanmoins, donc maintenant, l'intérêt, c'est d'avoir une vision consolidée nationale et donc d'installer une discussion entre ce que les collectivités ont engagé à leur niveau, je pense au PCAET, je pense au SRADET, je pense au SRCAE, etc., et puis ce qui est la hauteur des marches à franchir pour qu'on puisse atteindre les objectifs en 2030. Donc la méthode dont on a convenu avec toutes les associations de collectivités locales, c'est d'avoir ces deux choses essentiellement. Le premier, c'est d'avoir vraiment une discussion au fond sur quelle est la cohérence du coup entre les travaux qui ont été faits au niveau local et ce que je vous présente aujourd'hui, et donc de ce fait de discuter à la fois sur le nombre de leviers activés et l'ampleur du coup de ces leviers, ce qui va conduire du coup à la fois à avoir ce travail de différenciation, parce que fondamentalement les territoires ne sont pas tous les mêmes, et donc du coup le poids des différents leviers sera très différent d'un territoire à l'autre. Par contre, du coup, à la fin, il faut que ça boucle, et donc de ce fait, dans les territoires, on constatera que certains sont en avance sur des sujets, à l'inverse, il faut muscler d'autres points, etc. Ce qui nous amènera au deuxième point, qui est, enfin déjà, ce premier point, ça ouvre beaucoup de questions sur notamment quelles sont les ressources en matière d'ingénierie, d'appui, etc. qu'on met en place. Et puis après, le deuxième grand volet, c'est une volet de contractualisation, de façon à ce que le plan d'action et les moyens qu'on y associe soient raccord avec l'ambition de chacune des plans d'action territoriaux. Vous évoquiez, Mme Violande, le sujet du chauffage gaz sur lequel je voudrais revenir, parce que du coup il a fait couler beaucoup d'encre. Peut-être pour être très clair sur plusieurs points. D'une part, dans ce que je montre là, il y a un point là tout en bas à droite, résidentiel gaz, moins 8 millions de tonnes de CO2. Ça ne veut pas dire qu'on interdit les chaudières gaz, ça veut dire qu'il faut baisser la consommation de gaz naturel à l'horizon 2030. Il faut que cette consommation de gaz naturel, fossile, du coup, elle contribue à baisser aux émissions à hauteur de 8 millions de tonnes de CO2 en 2030. Si je le translate du coup tel quel, ça veut globalement dire moins 20% globalement par rapport au chauffage gaz fossile aujourd'hui. Les solutions, donc ça ne veut pas dire du tout j'arrête le chauffage gaz, parce que du coup, c'est-à-dire que 80% du chauffage gaz est toujours chauffage gaz. Donc de ce fait, il faut être très clair là-dessus. Ça veut dire aussi, quand je parle de baisser le gaz fossile, que toutes les solutions alternatives possibles, elles sont sur la table. Je pense au biogaz, bien sûr, je pense aussi aux pompes à chaleur, je pense aux pompes à chaleur hybrides. Donc tout cela sont des solutions possibles pour se substituer, du coup, à ces 20% uniquement, du coup, de chauffage gaz dont on parle. Que par ailleurs, dans la réflexion que nous avons, et ça reboucle avec mon point d'introduction, ces équipements nouveaux, c'est quand même mieux s'ils sont fabriqués en France, et donc de ce fait, toute la réflexion qu'on doit avoir collectivement, elle doit prendre le temps de cette montée en puissance, de façon à ce que
nos industriels français puissent produire, je pense aux pompes à chaleur hybrides, etc., puissent produire en France, du coup, au maximum, en tout cas, les appareils dont on parle. Alors après, ça reboucle avec un des points de Damien Adam au début, qui est le sujet de la biomasse. Donc un des sujets importants, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on a assez de biomasse demain pour faire tout ce qu'on veut faire ? Et alors là, il y a un peu deux questions. Pour l'instant, le prérequis que l'on a pris, c'est de dire on ne veut pas troquer un problème de souveraineté qui est notre dépendance aux énergies fossiles par un autre problème de souveraineté qui serait une dépendance aux importations massives de biomasse demain. Donc on essaye d'avoir une réflexion, de se dire, essayons de regarder ce que notre territoire peut permettre de produire en matière de biomasse. On ne s'interdit pas d'importer un peu plus, mais on ne doit pas dimensionner du coup notre transition sur une importation massive du coup de biomasse étrangère. C'est ça qui nous conduit du coup à examiner deux choses. D'une part, qu'est-ce qui est disponible sur le territoire, et d'autre part, quelles sont l'évolution des besoins. Sur l'évolution des besoins, on a, quand on regarde le bouclage global, et qu'on regarde la somme de ce que de ce que voudraient les secteurs, on a une demande en biomasse énergétique qui explose. On a par ailleurs un besoin d'augmentation de biomasse pour le puits de carbone, c'est-à-dire on garde la biomasse pousse et on la laisse au sol parce que c'est du puits de carbone et qu'il faut le garder. Et puis on a bien sûr tous les autres usages alimentaires, etc., qui doivent perdurer. En face, du côté production, on a d'une part un potentiel, notamment agricole, en changeant de pratique, etc., en usage des sols. Et puis on a surtout une grande incertitude qui est l'impact du changement climatique sur tout ça, puisque la hausse des températures, l'hydraulique, va conduire globalement à baisser les rendements. Ce sera une baisse de 1%, de 5%, de 10%. Je pense que personne ne sait le dire de façon très précise, mais potentiellement on a une... Voilà. Quand on met tout ça, les choses ensemble, on voit qu'on a du coup ce qu'on vous présente là, conduit à un léger déficit en 2030, donc une légère hausse des importations pour que ça boucle. Mais c'est pour ça du coup que ça veut dire notamment qu'il y a un certain nombre d'usages, notamment énergétiques, sur lesquels il faut se modérer, parce que sinon on n'a pas suffisamment de biomasse pour tout faire. Et donc ce qui veut dire que notamment en matière de biomasse énergie, on ne peut pas tout faire, et donc on ne peut pas massivement développer que du biogaz pour remplacer poste à poste le gaz fossile par le biogaz, parce que ça ne boucle pas en matière de ressources biomasse. Donc il faut baisser un peu la consommation de gaz et ensuite verdir la totalité du gaz restant. Mais on ne peut pas garder la consommation actuelle de gaz et la basculer totalement au biogaz. Ça, c'est pas physiquement possible, sauf à importer massivement du coup de la biomasse demain. Voilà, donc ça c'est donc ça nous conduit effectivement à cette forme de priorisation. Et j'en profite du coup pour répondre complètement au sujet des puits de carbone. Il y avait notamment la question de la forêt. Donc ça c'est quand même notre plus gros puits de carbone derrière les océans en valeur, mais du coup en termes de levier d'action publique que nous avons. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a été divisé par 2 en 10 ans, ce puits de carbone. On était à 60 millions de tonnes de CO2 par an en 2010. On est à 30 millions de tonnes de CO2 aujourd'hui. 30 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire on a perdu ça en 10 ans, c'est 3 fois du coup la voiture électrique et ce qu'on en attend à l'horizon 2030. C'est plus que l'intégralité de la baisse des 50% des sites industriels, donc c'est assez massif. Et ça, c'est dû à deux choses très simples. À cause du changement climatique, les arbres poussent moins vite, dit assez trivialement. Du coup, la croissance, parce qu'il y a moins d'eau et qu'il fait plus chaud. Et donc ça correspond à la moitié de cette réduction du puits. Et puis l'autre moitié, c'est la mortalité, tirée notamment des nombres de maladies, scolites, etc., qui se déploient. Donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que on voit que le pic épidémique, notamment sur les sujets scolites, etc., est plutôt en train de baisser. Donc on travaille beaucoup sur comment est-ce que on fait évoluer aussi la gestion des forêts, gestion durable, etc., de façon à éviter les contagions de ce choc épidémique. Et puis par ailleurs, il y a un travail, et ça c'est le plan aussi 1 milliard d'arbres du président, sur comment est-ce qu'on fait travailler sur les essences nouvelles plus résilientes au changement climatique, de façon à préparer la situation de demain. À court terme, du coup, ça veut dire que on a un puits de carbone dont on ne compte pas sur un fort développement à l'horizon 2030. Donc là, on compte sur une stabilité du puits de carbone, et donc avec beaucoup d'actions derrière, parce que stabiliser le puits de carbone, c'est déjà assez difficile, entre guillemets. Et puis à court terme, cette mortalité de la forêt va nous conduire à avoir en réalité beaucoup de bois, parce que c'est un mal pour un bien, mais donc de ce fait, ça sécurise notre trajectoire à l'horizon 2030 fondamentalement. Sur santé-environnement, vous m'interrogiez aussi. Nos deux axes forts pour les incarner, c'est essentiellement les sujets d'alimentation. Donc du coup, il y a tout un travail. Vous savez qu'il y a la fameuse SNANC, ce sigle
du coup un peu compliqué, qui est notre stratégie nationale pour l'alimentation durable, qui est en cours de révision et donc qui sera un des gros sujets du deuxième semestre. Et puis il y a aussi, la Première ministre l'a annoncé, tout un travail sur les phytosanitaires et donc le nouveau plan derrière Ecophyto, qu'est-ce que l'on met sur la table, qui sera présenté à la rentrée, en tout cas en projet pour une discussion. Et donc ça, c'est le deuxième axe très fort du coup de sujet santé-environnement. Voilà, alors je pense que sur Madame Pochon de la NUPES, donc sur le... Je pense qu'il faut être assez clair. Vous me dites voilà, quel est le changement de méthode et comment tout cela fonctionne. Donc je redis déjà que dans ce qu'on présente ici, on a une place du coup importante sur le changement de comportement et la sobriété. Donc on n'est clairement pas dans le technosolutionnisme pour pouvoir réussir nos objectifs. Je redis aussi que ça, ce que vous présente là, c'est de leviers extrêmement concrets du coup qui s'engagent, qui sont déjà engagés, sur lesquels on accélère. Je redis ici aussi qu'on s'engage du coup à une forme de transparence et donc on a publié du coup... on publie aujourd'hui une première série d'indicateurs qui permettent de suivre du coup un certain nombre de ces sujets-là et qui, contrairement à ce qui se faisait avant, ne regardent pas simplement dans le rétroviseur des résultats obtenus, mais du coup projettent quels sont les points de passage sur lesquels on doit avoir pour être cohérent avec le plan d'action qu'on vous montre ici année par année. Et donc quelque part, on sera jugé sur pièce par rapport à ces indicateurs et leur évolution. Voilà, je termine du coup avec les questions de M. Bricout. Donc, à la fois sur le sujet du mix énergétique, donc on a vraiment fait le travail fin de se dire en matière d'évolution de la consommation, notamment d'électricité décarbonée, qu'est-ce qui est le sous-jacent de cela et est-ce qu'on a les moyens d'avoir du coup suffisamment d'électricité décarbonée? La réponse est clairement que oui. Et on a même regardé, parce que du coup, riche des expériences qu'on a vécues récemment, deux choses. Un, des scénarios dégradés en se disant mais il y a des choses qui se passent pas bien et donc l'évolution de la consommation est plus élevée que prévu d'un côté, et d'autre côté on a des problèmes de production. Donc typiquement on a une hypothèse très prudente sur la partie du nucléaire en 2030 compte tenu de ce qu'on a vécu ces derniers hivers, et donc dans ces conditions là je dirais le point de passage 2030 passe néanmoins. Et je termine du coup sur les trois sujets. À la fois vous parlez de reconversion professionnelle, donc là je vous ai parlé d'emploi et de compétences au début, donc c'est un sujet de préoccupation fort, donc on le suit secteur par secteur, notamment dans le secteur des bâtiments. Il y a un gros travail là qui a été rendu public par France Stratégie récemment sur le sujet à la fois de la formation, de la reconversion, etc. C'est des sujets qui sont très suivis aussi en matière d'automobile par exemple, en matière d'emploi et de compétences sur le secteur du nucléaire et d'autres sujets. Sur les rénovations énergétiques, on a mis les choses sur la table de façon assez claire, c'est-à-dire on a vraiment à la fois un boost sur vraiment ce qui est rénovation performante, quand on dit qu'on met 1,6 milliard d'euros supplémentaires sur ma prime rénov, qui s'ajoute aux 2,4 restants, donc on porte à 4 milliards quand même. Et donc là, je pense on est au maximum de ce que la filière est en capacité de fournir dès l'année 2024. Et du coup, avec un boost très fort sur réno performante, il y a un truc très simple qui est de dire j'ai une maison étiquette ABCD. Dans ce cas-là, la top priorité, c'est de changer le chauffage pour décarboner. J'ai un logement EFG. La priorité absolue, c'est de faire la rénovation, si possible, la plus globale possible, de façon à être efficace du premier coup. Je termine sur les sujets d'investissement des collectivités territoriales. Donc, il y a une part d'investissement importante des collectivités, ça c'est sûr. On a du coup renforcé, ça la Première ministre l'a dit, à la fois pérennisé et renforcé le fonds vert. Il y a un travail aussi, je dirais, sujet par sujet, notamment en matière de mobilité, quand on met sur la table à la fois un plan ferroviaire à 100 milliards, du coup, des investissements dans le cadre des CPER qui sont en hausse sur beaucoup de sujets. On est à la hauteur de cette ambition-là. Et il y a par ailleurs aussi un déploiement important, notamment des sujets de prêts à des taux bonifiés. Je pense au sujet de la caisse qui, dans des conditions de marché plus élevées en matière de taux, deviennent à nouveau plus intéressants, sur lesquels les moyens se renforcent aussi et qui vont contribuer à boucler ce type de financement. Voilà de façon un peu succincte les points, de façon à laisser la place pour questions. Merci, surtout que vous avez beaucoup de questions, monsieur le secrétaire général. Question d'une minute. Première question, monsieur Yannick Horry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, la planification écologique est une priorité politique et pour que l'action publique soit efficace, il est indispensable qu'elle soit soutenable, sur le long terme, cohérente et légitime. La ressource eau est précieuse et se raréfie. Il nous appartient de la protéger et de bien la gérer afin de garantir à nos concitoyens une eau de qualité dans la durée. À ce titre, et face à l'urgence de la situation, l'eau a été le premier chantier lancé dans le cadre de la planification écologique.
Que préconisez-vous concrètement et prioritairement pour une gestion résiliente et concertée de l'eau, notamment pour encourager la sobriété des usages et améliorer la gouvernance? Merci. La parole est à Daniel Brulebois. Président, merci Monsieur le Secrétaire Général pour votre brillant exposé. Moi, je vais revenir à des considérations de terrain, en particulier l'inquiétude de nos entreprises concernant toutes ces planifications et toutes ces injonctions. Elles sont inquiètes en particulier sur le prix du carbone, le durcissement du marché carbone avec le nouveau mécanisme européen d'ajustement, et elles craignent beaucoup sur l'impact pour leur compétitivité, en particulier dans le Jura où on a beaucoup d'entreprises de transformation qui exportent beaucoup. Et puis moi je voudrais vous parler d'un autre sujet sur lequel je n'ai rien vu dans les diapos, c'est Internet. Internet pollue beaucoup. Que pensez-vous planifier pour inciter à la sobriété de l'utilisation d'Internet? La twittosphère est un des plus gros pollueurs de la planète et chaque année, c'est l'équivalent CO2 de 5000 vols Paris-New York. Twitter. Donc, que pensez-vous faire pour inciter nos concitoyens à être responsables? Merci. Qui ne doit pas enlever la nécessité de partager les travaux de commission sur Twitter, bien entendu. La parole est à... Il y a des tweets utiles, mais il y a des tweets futiles et inutiles. En tout cas, c'est pas moi qui en jugerai. La parole est à Damien Adam. Non? D'accord. Eh bien, on continue. La parole est à Sophie Panonacle. Oui, mais il aurait pu... Ça arrive souvent que ceux qui font nos raisons proposent des questions, mais la parole est à Sophie Panonacle. Merci, Monsieur le Président. L'atténuation du réchauffement climatique est prise en compte dans votre stratégie. Le rapport en fait largement état. Incontestablement, des moyens sont alloués et fléchés vers les collectivités locales, les associations, les entreprises, les particuliers. On en a parlé, Fonds Vert, Prime Rénov', etc. Par contre, il faudra attendre donc la fin de l'année pour découvrir la mise à jour du plan national d'adaptation au changement climatique. Et or, comme nous le savons, adapter est aussi urgent qu'atténuer. Premier sujet central, vous l'avez dit en introduction. En qualité de président du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux et du Comité national du trait de côte, avec l'ensemble des parties prenantes, nous travaillons à l'actualisation de la stratégie nationale pour la mer et le littoral et sur la révision de la stratégie nationale du trait de côte. J'attire donc votre attention sur la situation des communes littorales confrontées à l'érosion côtière. Il y a des enjeux fonciers, vous l'avez mentionné, mais nous devons surtout fixer le modèle de financement pour accompagner les stratégies de ces communes, leur stratégie d'adaptation. Donc, Monsieur le Secrétaire Général, pensez-vous pouvoir inscrire en tête du futur plan les enjeux de l'adaptation des territoires littoraux si fragiles face à l'érosion et à la montée des eaux? Merci. Merci. La parole est à Stéphane Buchou. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Vous l'avez rappelé dans vos propos, le secteur du transport est l'un des plus gros émetteurs de CO2. Il est donc un levier majeur pour nous permettre collectivement d'atteindre notre objectif de neutralité carbone. Comme vous le savez, nous ne sommes pas tous égaux face aux offres de transport et les communes rurales n'ont pas les mêmes réseaux que les grandes villes et tous les emplois ne peuvent évidemment pas être télétravaillés. Selon un rapport du GIEC dans la région des Pays de la Loire où je suis élu, les distances domicile-travail ne cessent d'augmenter et ils sont plus de 84% à utiliser, les travailleurs évidemment, à utiliser leur voiture pour effectuer ces distances faute de transport en commun. Aussi, je voulais savoir, selon vous, quels sont ou quels seraient les leviers les plus efficaces pour améliorer la situation et donc atteindre nos objectifs. Je vous remercie. Merci. La parole est à Laurence Edelgrière. Merci Président. Monsieur le Secrétaire Général, le 12 avril dernier, je présentais les conclusions d'une mission flash sur le suivi des engagements de la France dans le cadre des COP avec mon collègue Vermorel Marquez, mission à laquelle j'aurais bien aimé vous auditionner. Nous avons fait le constat d'un déficit d'articulation entre les objectifs nationaux de baisse des émissions de gaz à effet de serre et les politiques régionales mises en œuvre. J'en veux pour preuve la somme des émissions de gaz à effet de serre des régions Horizon 2050 issus des trajectoires régionales construites à partir des STRADET est presque 2 fois supérieur à l'objectif national. Aussi, j'aurais aimé avoir votre avis sur la coordination entre les échelons nationaux et régionaux, voire la contractualisation, sur la contractualisation possible. Et je pense notamment à la compétence transport des régions, parce que je suis issue d'un département où il n'y a pas de train. Et donc, quid de la coordination entre l'échelle nationale et l'échelle plus locale pour accompagner nos concitoyens qui n'ont que le choix de la voiture. Merci.
Merci. La parole est à Huguette Tchegna. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, la multiplication des objets numériques dans notre quotidien et la nécessité de mettre en place des centres de données aboutit à une augmentation de la part du numérique dans l'émission de gaz à effet de serre. Entre 2013 et 2017, la consommation d'énergie du secteur du numérique a augmenté de 50%. C'est exponentiel et cette croissance devrait se poursuivre jusqu'au moins 2025. Le numérique représente déjà aujourd'hui entre 3 et 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et environ 2% de l'empreinte carbone de la France et 11% de sa consommation d'électricité. Quelle est donc la part dans cette planification écologique, la part de décarbonation de la France liée au numérique? Merci. Merci. La parole est à Jean-Luc Fugit. Merci Président. Monsieur le Secrétaire Général, tout à l'heure, vous avez, en répondant à une question sur le biogaz, évoqué, j'ai compris que vous n'opposiez pas les molécules aux électrons, et donc le chimiste que je suis s'en réjouit. Et donc je voulais vous parler d'une autre molécule, la molécule d'hydrogène, ce vecteur énergétique merveilleux, quoi qui peut l'être, et qui est très utilisé donc, pour ses propriétés chimiques dans l'industrie, et par contre plus pour la mobilité dans les piles à combustible pour justement faire des électrons. On a une stratégie qui a été lancée donc en 2018, après en 2020, une stratégie, comme c'est une technologie de rupture, donc qui a nécessité le soutien de l'État. Je voulais savoir quelle place donc avait pour vous dans la planification écologique donc l'hydrogène. Comment vous voyez les choses, notamment entre l'industrie et la mobilité? Parce que je pense personnellement qu'il faut les deux, voire aussi regarder l'hydrogène dans le bâtiment, qui est quelque chose qu'on passe très très souvent sous silence, et à mon avis on aurait des meilleurs rendements, ce serait intéressant. Et puis enfin, savoir si vous regardez les aspects de l'hydrogène dit natif, hydrogène blanc, c'est-à-dire donc cet hydrogène que l'on trouve à l'état naturel, sous la forme de dihydrogène en réalité, et qui est une molécule donc, qui se trouve stable quand elle est enfouie. Et donc, aujourd'hui, comment vous voyez les choses sur l'hydrogène, notamment en vue de la révision de la stratégie nationale hydrogène qui devrait être présentée, je l'espère, en septembre. Merci. Merci. La parole est à Marjolaine Meunier-Millefer. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, d'abord pour les réponses claires et précises, et puis pour le travail général et l'engagement du SGPE dont on suit les travaux avec attention. 3 questions en 1 minute. La première, est-ce que la logique de planification ne nous amène pas progressivement à des programmations pluriannuelles budgétaires beaucoup plus récurrentes? Est-ce que ça ne met pas en cause le budget annuel, finalement? Deuxième question, vous avez parlé de la coordination industrielle ambition, notamment sur le sujet énergie. Moi, j'ai le cas de Photowatt sur ma circonscription. C'est un vrai sujet. Ça fait des années où on a une entreprise industrielle qui travaille sur ces sujets. Et néanmoins, on n'a toujours pas d'investissement pour solidifier leurs engagements. Et pourtant, on a des besoins. Les gigafactories, c'est 5 gigawatts. C'est 100 gigawatts pour 2050 en France. Et la dernière, on a parlé d'énergie beaucoup. Le biogaz, du coup, est-ce que vous le voyez plutôt dans la mobilité ou dans les bâtiments? Et ensuite, est-ce qu'on ne sous-estime pas encore trop les ENR thermiques, solaire thermique, géothermie, récupération de chaleur dans tout ce mix énergétique? Et j'ai tenu mon temps avec... Bravo, et effectivement je trouverais intéressant, conformément à votre demande, chers collègues, que notre commission puisse aller à la rencontre de Photowatt, notamment en allant sur le terrain. La parole est à Sylvain Carrière. Merci Monsieur le Président, Monsieur Pellion. Voilà 1 an que vous êtes secrétaire général à la planification écologique et pourtant nous ne vous connaissons guère tant ce sujet a été mis de côté par Emmanuel Macron. La France est un des pays les plus touchés par le changement climatique, possédant le plus de connaissances, qu'elles soient géographiques, géologiques, météorologiques, scientifiques, plus largement. Tous les organes demandent une accélération des investissements en faveur de la transition. Pisani-Ferry, le Haut Conseil pour le climat, et pourtant les investissements en faveur du climat sont les grands absents des projets de loi finances. Pire, des projets routiers hors du temps, comme le contournement ouest de Montpellier ou l'autoroute Toulouse-Castres, sont toujours à l'ordre du jour. Ma question est donc simple, a-t-on affaire au Conseil de la planification écologique ou de la réaction écologique? Pourquoi n'avez-vous adopté que notre vocabulaire de manière formelle, à défaut d'une pensée métabolique sur la planification écologique? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Philippe Nilor. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. J'ai fait 8000 km rien que pour faire cette intervention de 1 minute. Alors au moins pour éviter que mon bilan carbone, au moins pour lui permettre d'être un peu rentabilisé, j'appelle à votre indulgence si je dépasse de quelques secondes. Partout sur la planète, les catastrophes naturelles et écologiques déstabilisent territoires et sociétés, imposant l'urgence à agir.
est loin de s'illustrer dans ce domaine. En dépit de la richesse de ces territoires ultramarins, la France fait preuve d'inaction climatique. Elle a été condamnée en 2021 et placée sous surveillance renforcée par le Conseil d'État le 10 mai dernier. Booster incontesté du rayonnement de la France, les territoires dits d'outre-mer sont potentiellement le fer de lance de sa stratégie de planification écologique. Et sur ces thématiques, nous ne devrions même pas parler de réflexe outre-mer. Nous devrions, en toute logique, placer les outre-mer au centre des préoccupations et éventuellement parler de réflexe hexagone. Pourtant, nos territoires dits d'outre-mer sombrent dans des dépendances diverses aux énergies fossiles, aux importations de toutes sortes qui aggravent l'émission de gaz à effet de serre, la dépendance alimentaire, la pauvreté. Ouragans, tempêtes, élévation du niveau de la mer, pénurie d'eau, chlordécone, sécheresse, algues sargasses meurtrières frappent tous ces territoires et préfigurent d'une catastrophe écologique aux conséquences irréversibles. Monsieur le secrétaire général, face aux défis écologiques, êtes-vous prêt à sortir de votre logique hexagono-centrée et agir enfin avec célérité? Merci. Et vous remarquerez qu'on vous a laissé la parole 1 minute 35, chers collègues. Et aussi, au nom de l'attachement que nous avons avec les territoires d'outre-mer, notre commission se rendra en Guyane, 3e semaine de septembre. La parole est à Jean-Yves Bonny. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Péillon, l'agriculture fait beaucoup d'efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Pour exemple, ces dernières années, la part de légumineuses est un des seuls indicateurs qui ait réellement progressé en termes de décarbonation en France. L'agriculture serait prête à en faire plus, à condition que des garanties sur la réciprocité, les moyens et la cohérence des réglementations lui soient apportés. Les objectifs que vous fixez d'ici 2030 sont-ils acceptables par la profession ? Un récent rapport de la Cour des comptes validait l'idée farfelue de réduire la taille du cheptel, ce qui aurait pour conséquence directe l'effet d'alimenter nos importations de viande. Le soutien systématique au bio, à l'agroécologie ou à ces conversions d'exploitation est-il une réponse adaptée à l'exigence d'orienter notre production agricole vers des marchés cohérents avec la demande et les besoins alimentaires des Français ? Un bonus-malus sur les engrais azotés est-il légitime tant que nos agriculteurs ne bénéficient pas d'alternatives valables pour maintenir leur niveau de production? Faut-il espérer une contribution des puits de carbone alors qu'elle est si incertaine? Merci. Merci. La parole est à Jimmy Pain. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, merci de votre présence devant notre commission et du travail que vous faites sous l'autorité de la Première ministre. Avec Clémence Guettet, avec qui je partage la présidence du groupe d'études sur les pôles, nous avons engagé un travail pour concrétiser la stratégie polaire française voulue par le Président de la République et présentée par le Premier ministre Castex. Ce travail a notamment été nourri de consultations menées auprès de la communauté polaire, des ministères, et s'inscrit dans la continuité des différents travaux parlementaires s'inquiétant du déclin de la France dans ces régions. Je souhaiterais donc ce matin attirer votre attention sur l'urgent besoin de planification en matière polaire, sur l'importance, sur l'histoire, la connaissance de la France dans ces régions stratégiques, tant sur le plan scientifique, environnemental que géopolitique, un dossier qui relève donc pleinement de la planification écologique. Notre travail a abouti à la rédaction d'une PPL transpartisane de programmation polaire à l'horizon 2030. Elle est chiffrée, elle ne pourra pas être soutenue par le seul ministère de la Recherche. Un travail que nous sommes prêts à poursuivre avec vous dans la perspective du sommet polaire international souhaité et voulu par le Président de la République en novembre. Je vous remercie. Merci. La parole est à Dominique Potier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, félicité pour votre engagement et la qualité du travail qui est fait. Moi, je vais m'attacher aux questions de cohérence. Je suis d'abord sur le fond. D'abord, je suis dubitatif sur un bouclage biomasse je suis même circonspect sur un bouclage biomasse qui se traduirait par plus d'importations quand on sait les marges de manœuvre du changement des pratiques agricoles dans le bénéfice global, énergie, biodiversité, etc. Donc je suis vraiment dubitatif que les conclusions dans une logique court-termiste sur le biogaz amènent à penser qu'on aura un bouclage négatif. Ça me paraît absolument surréaliste et je suis prêt à poursuivre le dialogue avec vous sur ce sujet, mais ça me paraît très dangereux. En tout cas, c'est un très mauvais signal donné au monde agricole dans les conversions engagées. Voilà. Ce qui m'intéresse, par rapport à tout ce que vous annoncez, qu'il y a un vrai travail scientifique, il y a une métrique des transitions qui est posée, c'est nouveau, c'est un nouvel objet politique, c'est comment vous mettez ça en cohérence avec la mise en jeu des institutions
et des moyens financiers. Sur les moyens financiers, je voudrais illustrer, je ne vais pas parler de la fiscalité ici, mais simplement du marché carbone. Actuellement, il y a une perspective de marché carbone européen, mais il y a aussi des marchés carbone qui sont libres, et ceux-ci ne sont pas régulés. Et puis, est-ce qu'on peut travailler avec les mêmes institutions? Est-ce qu'on peut travailler à ISO institutions pour engager ces transitions? Merci. La parole est à Marie Pochon. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Dans un document transmis fin mai par le SGPE au CNTE, vous envisagez un triplement des puits de carbone que représentent nos forêts. Un optimisme qui soulevait des inquiétudes puisque le Haut Conseil pour le climat soulignait que certains puits forestiers n'absorbent plus de carbone car nos forêts souffrent de surexploitation, du changement climatique, du stress hydrique et des incendies. Le puits de carbone des forêts est passé de 61 millions de tonnes il y a une dizaine d'années à 28 millions aujourd'hui, et ce alors même que les surfaces forestières augmentent. L'incertitude est visiblement toujours forte puisque aujourd'hui vous nous parlez de stabilisation des puits carbone, et dans le plan partagé la semaine dernière, le chiffre final pour 2030 était remplacé par un point d'interrogation. Qu'envisagez-vous sur la capacité des puits de carbone forestiers dans les années à venir, et pouvez-vous nous dire où en est le travail d'évaluation de ces capacités, indispensable pour calibrer une réduction suffisamment ambitieuse de nos émissions? Je vous remercie. Merci. Et enfin, si je ne m'abuse, la parole est à Nathalie Bassir. Et bien sûr, nous conclurons avec une question de M. Bricou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, vous l'avez dit, territorialiser la planification écologique est essentiel, et le député Nilor l'a grandement rappelé, notamment dans les territoires ultramarins. À cause de ces contraintes, de ces marges de manœuvre réduites, de par ces spécificités, il nous faut agir et mener peut-être une réflexion plus spécifique pour apporter lever des freins et avoir des leviers concrets d'action. Vous alertez sur l'importation massive de biomasse, et j'alerte également, puisque nous sommes des zones non interconnectées, donc dépendants de cette biomasse qui peut venir de l'autre bout du monde. Et je voulais savoir si vous pensez que le gouvernement est prêt à faire place à l'innovation, à la recherche et à l'expérimentation. Quand on connaît, moi, et c'est ce qui m'affole un peu plus, c'est la puissance des grands groupes pour imposer leurs modèles, alors qu'il y aurait des modèles beaucoup plus sains et vertueux. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Bricou. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. J'avais une question à poser sur les chaudières au gaz, mais vous avez répondu. Vous avez répondu également sur la formation, mais j'insiste. Alors, une formation adaptée permettant aux jeunes de se former en adéquation avec les nouveaux postes exigés par notre transition écologique, et aussi pour les anciens de s'y adapter, semble crucial pour la planification écologique dans nombre de secteurs, que ce soit l'industrie, le bâtiment, l'agriculture. Comment, selon vous, mettre en place aussi rapidement qu'efficacement de telles formations? Comment analysez-vous la loi industrie verte? Est-elle cohérente avec les exigences que vous mettez en exergue? Et enfin, comment notre planification nationale s'articule-t-elle avec les politiques européennes? Est-elle suffisamment structurée pour être en phase avec celle de nos voisins européens? Je vous remercie. Merci. Je pense que tous les collègues ont pu s'exprimer. Monsieur le Secrétaire Général, je vous laisse le soin de répondre. Merci Monsieur le Président. Je commencerai par les territoires ultramarins, de ce fait, pour vous remercier à la fois de votre déplacement et puis montrer aussi l'importance qu'on y consacre. Juste souligner le fait, donc on est en train de monter. Donc l'année 2 de la planification écologique, ça va beaucoup être la territorialisation, vous l'avez compris, j'ai dit à plusieurs reprises. Du coup, on a renforcé notre équipe là, à côté du secrétariat général. Alors, on reste une petite équipe, mais donc du coup, il y a 4 personnes qui vont être dédiées à cette territorialisation, dont une intégralement dédiée au territoire ultramarin, ce qui vous montre du coup à la fois qui est un signe de l'importance que du coup on donne à ces territoires qui sont, et je vous rejoins totalement, à la fois souvent aux premières loges du changement climatique dans ses conséquences immédiates, qui sont aussi du coup en termes de puits de carbone, de biodiversité, etc., des territoires d'exception, et sur lesquels se posent presque plus qu'ailleurs des enjeux forts en matière d'équilibre entre décarbonation, souveraineté, des sujets de soutenabilité de ces transitions à la fois alimentaires et énergétiques. Si je rebalaye maintenant un peu l'ensemble de vos différents points, donc je vous propose de les prendre de façon un peu linéaire, mais donc sur les sujets, j'ai été interrogé par Monsieur Horry sur l'eau. Donc on a clairement un enjeu de sobriété qui est fort. J'insiste sur un point, un ordre de grandeur que je partage avec vous, qui est que dans un scénario où la température augmente de 4 degrés, il tombe aujourd'hui à peu près 200 milliards de mètres cubes d'eau par an utile. Si jamais la température augmente de 4 degrés, on en perd 50. 50 sur les 200, donc on perd un quart globalement.
de notre ressource en eau nette de l'évaporation. Et donc c'est ça le changement de cycle. Et sachant qu'un quart, donc 50 milliards de mètres cubes, c'est supérieur à l'intégralité de l'ensemble des prélèvements aujourd'hui. On prélève aujourd'hui 33 milliards de mètres cubes d'eau. Donc de ce fait, on a, je pense, quelque chose avec lequel il faut qu'on se prépare, qui est, on a face à nous un changement de climat massif, du coup, sur le territoire. Et le sujet de la sobriété, il est indispensable, mais même en supprimant intégralement la consommation, du coup, de tous les prélèvements du territoire humain, on aurait encore un impact négatif du changement climatique sur notre ressource en eau. Donc la sobriété y contribue, mais elle est plutôt dans une logique de comment est-ce que l'on refait société sur une répartition d'usages différents que comme un moyen du statu quo. Voilà, je pense que c'est important de bien partager ce point avec vous. Sur la question de Mme Brulbois, sur les questions de prix du carbone notamment, donc là il y a clairement un dispositif, je pense, qui est européen, qui est utile pour aller du coup rétablir d'une forme d'équité entre ce qui est mis sur le territoire européen en termes de décarbonation et puis les pratiques d'autres pays qui ne suivent pas, de façon à ce que les produits importés quelque part soient remis sur un niveau un peu d'équité. Il y a par contre du coup un certain nombre d'interrogations, parce que pour l'instant ce dispositif il en est à ses débuts, il est encore imparfait, il y a des sujets d'effet de bord qui sont compliqués, donc une attention très particulière qu'on doit apporter, un, à sa mise en œuvre, tout n'est pas calé encore, et deux, au fait de se dire qu'il faut qu'on ait d'accompagner en fait nos entreprises pour qu'elles puissent décarboner rapidement, et donc c'est ça aussi le sens des soutiens que l'on met. Et quand on met de l'argent par exemple sur France 2030, il y a un double sujet, c'est-à-dire c'est à la fois pour baisser nos émissions et faire en sorte que dans ce nouveau monde sur lequel on a des technologies nouvelles qui permettent de baisser les émissions, ça soit aussi les filières françaises qui aient leur part. Donc c'est ça qui est important. Je passe sur le sujet numérique, vous êtes plusieurs à avoir posé la question. Pour l'instant, on n'a pas... Alors, vous voyez ici, le sujet tertiaire au sens large, on l'a attrapé par ces éléments d'impact, c'est-à-dire les transports, les bâtiments, la consommation d'énergie. Donc on n'a pas redispatché ensuite au sein du tertiaire entre les différentes briques, numérique, tourisme, santé, etc. C'est un travail du coup qu'on envisage pour la suite. Donc pour l'instant le numérique, on le voit, il est traité à travers sa consommation énergétique notamment. Donc dans le plan d'ensemble qu'on a là, l'ensemble des serveurs qui sont sur le territoire sont bien embarqués du coup dans cette transition parce qu'on a mis sur la table. Sur la partie du coup d'adaptation, Mme Palonac, donc il y a à la fois un enjeu. Donc là il y a des concertations qui sont en cours sur le financement, notamment sur les sujets trait de côte. Je vous rejoins sur le fait que c'est un sujet sur lequel nous devons avancer. Au-delà même de ce sujet uniquement littoral, plus généralement d'adaptation, pourquoi est-ce que pour l'instant on n'a pas été encore plus loin dans les choses que l'on a mises sur la table? D'une part parce que il y a un besoin d'appropriation de toutes les conséquences et impacts de ce qu'est le scénario 4 degrés. Donc là, c'est les consultations que le ministre Béchu a lancées et qui sont importantes pour que chaque territoire s'en saisisse avant d'avoir la discussion sur à quel point on entre dans la norme, du coup, ces conséquences nouvelles. J'attire votre attention collective sur le fait que derrière, ça aura des conséquences très concrètes sur comment est-ce qu'on ajuste nos plans de prévention au risque d'inondation, comment est-ce qu'on ajuste nos normes constructives de toutes nos infrastructures. Et donc il va falloir positionner le curseur à la fin sur quelles sont les nouvelles normes qu'on met en place là-dessus, en ayant conscience que ça aura aussi des impacts immédiats. Et plus généralement, il y a des sujets, au-delà des sujets thématiques, dont trait de côte, sécheresse, argile, etc., adaptation forêt et tout, on a aussi un sujet très important qui est un sujet assurantiel, puisqu'on a aussi des questions de dommages immédiats. Et donc là, il y a une mission qui a été lancée, qui rendra ses conclusions en fin d'année, sur la soutenabilité du système assurantiel actuel, son nécessaire évolution, avec des propositions d'évolution, et qui embrasse aussi le sujet de la couverture territoriale du coup, des assurances, puisqu'il ne faudrait pas que demain, il y ait des zones blanches, entre guillemets, du fait de problèmes d'assurabilité des risques naturels demain. Pardon. Voilà. Sur le sujet, Jean-Luc, sur le sujet de l'hydrogène, sujet important. Mais je dis ça, il y a deux sujets. En fait, on s'est vraiment focalisé sur la partie perspective 2030. Donc, à l'horizon 2030, il y a de l'hydrogène dans ce qu'on met sur la table, mais il n'y a pas en volume énormément d'hydrogène parce que par ailleurs, il y a une nécessité de monter en puissance progressive. Et le sujet de l'hydrogène, c'est dans un premier temps un sujet aussi avant tout économique, c'est-à-dire que les techniques, elles existent, à la fois en matière d'industrie, de transport, etc., même de bâtiments. Par contre, il faut que ça soit accessible à la fois pour nos entreprises et nos consommateurs. Pour l'instant, les perspectives de coûts de production de l'hydrogène restent encore très élevées. Et donc, de ce fait, il faut être prudent sur l'ampleur, non pas pour une raison de faisabilité technique, mais vraiment pour une question de soutenabilité économique.
Ça doit poser des questions d'ailleurs sur l'évolution de la façon dont on fait notre approvisionnement en hydrogène. On a pour l'instant une stratégie nationale qui est très centrée sur la production nationale. Je pense qu'il faut qu'on ouvre un peu la réflexion pour regarder ce qui se fait aussi ailleurs en termes d'approvisionnement et regarder à la fin quel est le bon coût d'approvisionnement. Pour l'instant, l'hydrogène reste beaucoup plus cher du coup que les autres énergies en termes de coût de production, et c'est ça un peu le sujet qu'on doit traiter collectivement. S'agissant des questions de bâtiments, Madame Milfer, il y avait le sujet à la fois du sujet du biogaz et de la part du biogaz. Donc je redis ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que le biogaz a un rôle à jouer. Par contre, on ne peut pas, d'un point de vue purement bilan biomasse, mettre l'intégralité du gaz actuel en biogaz. Donc du coup, il faut en baisser un peu la consommation de gaz. Et en termes de répartition d'usage, on a un peu un mérite order qui dit on regarde quels sont les usages non substituables qu'on met en premier. Il y a une grosse partie des usages qui sont notamment dans l'industrie sur lesquels on ne peut pas vraiment trouver d'alternatives, donc du coup on y met une partie de biogaz. Il y a des sujets ensuite, viennent un peu des sujets de chauffage, mais du coup on a des alternatives qui existent, notamment dans l'individuel, pas forcément toujours dans le gros résidentiel, et la part du biogaz du coup peut être importante. Et en mobilité, il y a aussi des alternatives qui existent. Donc voilà, on cherche à chaque fois, la logique c'est de se dire priorité là où il n'y a pas d'alternative, donc avant tout les sujets industriels, et ensuite on cherche à développer au maximum les alternatives quand c'est possible. Et là c'est le point que je fais sur le sujet des autres énergies renouvelables, chaleur renouvelable, etc. Il y a clairement un gisement à aller chercher beaucoup plus, à la fois en énergie fatale de récupération, mais aussi notamment la partie de géothermie. On s'est beaucoup focalisé sur la géothermie profondeur. Je pense qu'il y a tout un développement de la géothermie de surface du coup à avoir, et qui peut être une bonne substitution pour les solutions de chauffage. Donc ça, je pense qu'on a un potentiel de développement qui est assez significatif, et puis je regarderai avec attention vos travaux sur Photowatt. Sur la partie, pour répondre aux questions de Sylvain Carrière, je pense que ce qu'on met sur la table là, je vous ai bien entendu, je pense que moi ce que j'aimerais c'est qu'on puisse avoir une discussion au fond sur les leviers et sortir un peu des questions de principe et de posture. Je pense que ce qu'on met sur la table là, c'est vraiment les leviers concrets on s'efforce à documenter avec des sous-jacents très concrets sur ce que ça veut dire en 2024, en 2025, en 2026. Donc on n'attend pas, on n'est pas en train de mettre sur la table des objectifs en 2030 sans aucun lien avec les prochaines années et les côtés très concrets et très opérationnels. Nous, on s'engage collectivement à une forme de redevabilité, je l'évoquais dans mes propos introductifs en disant point par point où est-ce qu'on en est chaque année. Et je pense que du coup, il faut qu'on reconnaisse une discussion. On ne part pas de rien. Résumer le sujet il y a eu un contentieux en 2018, je vous l'ai montré au début, c'était lié au fait qu'il y avait objectivement des dépassements en 2018, mais la situation n'est plus celle-ci aujourd'hui, donc les émissions baissent d'ores et déjà, c'est une réalité, il faut les accélérer, c'est aussi une autre réalité. Ce qu'on a mis sur la table, c'est un plan qui est totalement cohérent, et je profite pour répondre à une question qui était la cohérence avec les objectifs européens, question de M. Bricou. On est totalement aligné là avec ce qu'on met sur la table, avec l'objectif européen du Fit for 55 et les moins 55%. Donc si on fait ça, ce que vous avez sous les yeux, on y arrive. Et voilà, et ça, on est très concret et opérationnel dans ce qu'on met sur la table. Voilà. Pour répondre, donc, j'ai dit déjà quelques mots sur nos territoires ultramarins. Pour répondre à M. Bonny sur l'agriculture, c'est un sujet sur lequel je suis peu intervenu pour l'instant là dans le propos. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses sur l'agriculture. D'une part, quand on dit notamment dans le monde de demain, on a besoin de plus de puits de carbone, beaucoup plus de biomasse, ce qu'on se dit concrètement, c'est qu'on a besoin de plus d'agriculture demain. Ça, c'est un sujet, je pense que c'est un message mais une agriculture qui est très profondément transformée dans sa façon de faire. Mais je pense que c'est un point très important, c'est-à-dire ce qu'on est en train d'essayer d'esquisser, c'est un monde de développement, du coup, de l'agriculture au sens large, aussi à la fois l'agriculture classique et la gestion de la forêt, etc. Et c'est pas du tout la forteresse assiégée d'un monde qui serait en rétrécissement. C'est pas du tout ça. C'est un monde sur lequel on a besoin de beaucoup plus d'agriculture demain, par contre en changeant un certain nombre de pratiques. Donc tout le sujet, les discussions que l'on a avec le secteur agricole, du coup, s'appuient sur ce point-là, et je pense que du coup, c'est quelque chose qui est reconnu très positivement. Par contre, il y a une montagne à franchir en matière de changement de pratique, de leviers nouveaux. Ce qu'on a mis sur la table, c'est des choses extrêmement concrètes en matière de haies, en matière de couverts végétaux, en matière de légumineuses, en matière de baisse pour partie, mais encore une fois, le sujet, par exemple, si je regarde le sujet de la baisse de la consommation d'azote minéral, ce qu'on met sur la table là, c'est pas la suppression de ces engrais minéraux, c'est du coup
une baisse proportionnée qui permet du coup d'atteindre l'objectif et sur lequel les acteurs sont d'accord pour travailler. De même que sur les questions de l'élevage, moi je raisonne pas en nombre de bêtes parce que le but c'est pas dans l'absolu de baisser le nombre de bêtes, le sujet c'est comment est-ce qu'on baisse les émissions du coup du secteur. Et donc là il y a une cohérence à avoir avec ce qu'est l'évolution de l'alimentation et donc du coup il ne faut pas être naïf et donc il ne faut pas que la conséquence de notre plan d'action aboutisse à une augmentation de la viande importée, donc ça on se battra contre ça. À l'inverse, du coup, il y a une évolution de l'alimentation des Français qu'il faut accompagner, et puis après des changements de pratiques d'élevage qui peuvent conduire aussi à baisser les émissions. Donc là, il faut rentrer concrètement dans les leviers, ce qu'on s'est efforcé à faire, et il me semble que là, on a vraiment moyen d'avancer très positivement. Et en tout cas, nous, les discussions sont assez constructives avec le secteur agricole sur vraiment un changement de pratique assez fort dans un monde, du coup, où globalement, on a besoin de plus d'agriculture demain. Sur la question polaire, c'est clairement un sujet qu'on a pour l'instant peu abordé dans cette planification, pour être tout à fait transparent. Comme vous l'avez indiqué, le président s'est engagé à un One Polar Summit, donc du coup c'est un sujet qu'on a mis dans notre agenda du coup de la deuxième période. Il y a le ministère de la Recherche qui fait beaucoup, d'ores et déjà qui met des moyens sur le sujet qui sont quand même importants. Donc de ce fait, voilà, les discussions doivent se poursuivre sur ce sujet-là très clairement. Pour répondre aux questions de M. Potier, alors clairement sur la question de la biomasse, pour être très précis, peut-être ça vaut le coup, j'ai passé une slide un peu plus loin si vous me permettez, juste encore celle-ci, voilà. Et ça me permet en plus de répondre à un point de Madame Pochon qui dénonçait mon point d'interrogation, donc je pense que c'est celui-ci dont vous y avez fait référence, qui est celui qu'on a présenté la dernière fois au CNTE. Ce petit schéma, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que on va massivement développer ce qu'est la production de biomasse en France, mais de façon équilibrée, en respectant la biodiversité, etc. C'est ce que vous voyez ici à gauche, où on parle d'aujourd'hui, c'est des millions de tonnes de matière sèche, c'est ça l'unité. Donc on a à peu près 310 millions de tonnes de matière sèche aujourd'hui produites en France. On est capable d'en augmenter quasiment de 30, qui par des changements de pratiques, des cultures intermédiaires notamment, par des sujets de développement de haies, etc. Donc on est capable de... On n'a pour l'instant pas intégré, mais ça sera un sujet qu'il faudra mettre en débat, de répartition d'usage des sols. Je pense notamment au sujet d'extension de la forêt. Est-ce qu'il y a vraiment des données où il y a des accrus forestiers qui étaient pris sur des friches agricoles qu'on assume comme étant nécessité de développer et de densifier la forêt? Pour l'instant, on ne l'a pas intégré, mais ce sera un levier potentiel supplémentaire. Le point d'interrogation, c'est pas tant le sujet de... C'est la question de l'incertitude scientifique sur l'impact du changement climatique sur les rendements. Donc aujourd'hui, on ne peut pas compter de façon certaine, enfin, on ne sait pas répondre à cette question-là, donc on regarde différentes hypothèses. L'hypothèse est plus maximaliste, allant jusqu'à 10% de baisse de rendement à ces horizons de temps, mais honnêtement, on en sait... Enfin, l'INRAE, etc., ne donne pas de chiffres clairs sur ce sujet de l'impact des baisses des rendements sur les terres agricoles. Vous voyez à droite, ici, du coup, quels sont l'ensemble des besoins supplémentaires. Vous voyez, ça illustre ce que je disais en matière d'énergie, notamment, qui est assez forte. Et vous voyez ici, du coup, on cherche... au final, on va avoir globalement quasiment 340-350 millions de tonnes de matière sèche. Et ce dont on se parle, c'est une quinzaine de millions de tonnes sur les 350 qui potentiellement pourraient être en importation. Donc du coup, c'est beaucoup moins en termes d'évolution d'importation que ce que l'on fait en plus sur notre territoire, et c'est relativement faible en pourcentage par rapport à l'intégralité du coup du bilan. Donc on n'est pas du tout sur un schéma où on repose massivement sur les choses d'importation. Je pense qu'on tient ce critère qu'on s'était dit d'équilibre global. Après, du coup, il y a des petites évolutions à apporter. Voilà. Je suis prêt à... Je pense que ça mériterait une discussion probablement plus approfondie et plus fine sur ce point. Et sur la question des institutions des moyens financiers, pour moi, il y a un peu deux temporalités. C'est-à-dire, je pense qu'il faut... pour atteindre l'objectif 2030, qui est celui que j'ai mis sur la table là, il faut jouer avec le cadre existant pour aller le plus vite possible, pour avoir des transformations. Il y a des évolutions qui peuvent être faites, mais du coup, des grandes transformations vont prendre du coup plusieurs années à atterrir et ne sont pas forcément compatibles avec le fait de dire j'atteins mon objectif 2030. Je pense que le champ du post-2030, par contre, il est ouvert. Il y a des discussions au niveau européen sur l'évolution du pacte de stabilité, notamment avec des évolutions qui sont portées par le président de la République. Ça fait partie du champ des discussions très clairement. Sur les questions de Madame Pochon sur le puits de carbone, donc au-delà du point d'interrogation que j'ai mentionné ici, on a toujours été très conscient sur le fait de se dire que notre objectif sur la forêt, c'est de la stabilisation du coup du puits de carbone de la forêt. On a toujours été sur cette ligne-là. Par contre, l'amélioration du puits de carbone, ça n'est pas que la forêt, c'est aussi les terres agricoles. C'est pour ça que je l'ai mentionné précédemment. Et donc là, il y a une nette amélioration et qui est documentée par des leviers, couverts végétaux, etc., notamment d'amélioration du puits de carbone agricole.
Et il y a le puits technologique, le CCS qu'on évoquait, et ça, qui sont autant d'éléments qui permettent, voilà. Plus le sujet de l'artificialisation, puisque du coup, réduire de moitié le rythme de l'artificialisation à l'horizon 2030, ça rapporte entre guillemets aussi un certain nombre de millions de tonnes de CO2 évitées, puisque du coup, ça veut dire que les sols non artificialisés continuent à absorber, alors que si on les artificialise, ils n'absorbent plus. Donc ça contribue du coup à ce résultat. Je termine peut-être sur les points de formation que vous évoquiez. Alors, à la fois de territorialisation, peut-être que c'était le point, c'était la question de Mme Bassine sur la territorialisation. Donc, je redis que c'est un enjeu majeur de notre temps 2, que 2, il y a des sujets de cohérence. Alors, on voit bien, c'était une question que vous aviez évoquée aussi d'ailleurs, des cohérences des échelles territoriales, sur lesquelles je peux revenir rapidement. Nous, dans notre démarche, on cherche à la fois à ce qu'on atteigne l'objectif, mais en ayant des trajectoires qui soient crédibles et réalistes et documentées. Je pense que le travail, quand on fait la somme de tous les plans territoriaux, c'est beaucoup la somme à ce stade-là, normalement, l'horizon 2050, d'objectifs affichés, mais pas forcément documentés par des moyens. Et donc, de ce fait, la somme des objectifs 2050 des territoires sont beaucoup une somme d'objectifs. Là, le travail qu'ils ont mené, déjà eux à leur niveau, et puis sur lequel on mène l'exercice là, c'est les leviers concrets, la mise en cohérence des leviers concrets. Donc là, le travail qu'on a à faire dans les prochains mois avec les collectivités, c'est ce travail de documentation assez fine, de se dire, au-delà de l'objectif affiché, de la somme des objectifs, quelles sont la somme des leviers, donc le niveau de crédibilité de cette trajectoire de transition. Et donc là, il y a un certain nombre de... Tous les territoires ne sont pas totalement égaux par rapport à ça. Et donc c'est ça le travail qu'on doit mener collectivement. Je termine par les sujets de formation. Donc là, il y a peut-être deux choses sur formation. Il y a à la fois un gros travail qui est fait avec toutes les institutions de formation, je pense aux OPCO par exemple, avec la formation professionnelle, etc., donc qui est en train de se développer secteur par secteur. Sur la construction, par exemple la Constructis, sur lequel il y a une évolution de la formation, notamment pour les rénovations performantes. Et puis c'est un sujet que je mets vraiment dans le sujet de territorialisation et les formations, et puis l'évolution des emplois, parce qu'en réalité... il faut raisonner vraiment par bassin d'emploi, et donc du coup il y a des déséquilibres assez forts. Enfin, le sujet n'est pas simplement de raisonner globalement au niveau national sur la disponibilité, mais d'être assez précis sur les différents bassins. Et c'est l'apport notamment en matière de bâtiment de ce qui a été fait là, ces derniers mois par France Stratégie, qui est un travail assez fin, du coup, par bassin d'emploi, de regarder en termes de prospective de quelles sont l'évolution des compétences disponibles par rapport du coup aux besoins, et donc du coup de mobiliser ensuite de façon très précise à la fois tout l'écosystème, donc inclut aussi les collectivités, les régions, etc., et de formation de façon à répondre à ce problème territorial. Je pense que c'est ça la bonne méthode qui du coup nécessite d'être un peu fin dans les travaux pour être efficace. Et puis je termine par le sujet de l'industrie verte, donc le projet de loi. Il contribue très clairement à tout ce qu'on se dit là. Il contribue, je dirais, doublement, à la fois parce que notamment il y a un certain nombre de sujets en termes d'économie circulaire, qui sont importants pour pouvoir faire le bouclage matière et ressources de ce qu'on se dit, en matière de financement, sur l'obligation de financement et de l'épargne privée notamment. Et puis, deuxième volet, ce qui était dans mon point d'introduction, cette transition, elle sera réussie, parce qu'on aura baissé nos émissions et atteint nos objectifs, mais aussi parce que l'on aura renforcé du coup notre tissu industriel français en cohérence avec cela. Du coup, ça serait un échec d'atteindre nos objectifs, mais finalement d'avoir totalement vidé le pays de son activité. Donc c'est vraiment ces doubles objectifs qu'on poursuit. Et là, pour le coup, le projet de loi industrielle, il apporte des outils qui sont utiles pour contribuer à ça. Voilà, de façon un peu ramassée, quelques éléments de réponse. Un très grand merci pour ces éléments de réponse. Monsieur le secrétaire général, vous avez compris la motivation des commissaires de cette commission du développement durable et de l'aménagement du territoire pour œuvrer à la déclinaison de cette planification écologique au travers notamment de lois, de propositions de loi, de projets de loi. Notre commission avancera avec abnégation sur ces sujets. Chers collègues, je vous souhaite de bonnes vacances. N'oubliez pas un point... Merci beaucoup. N'oubliez pas un point important, c'est que nous nous retrouvons le mardi 26 septembre. Peut-être dans une autre salle, dans notre nouvelle salle de commission. Je m'avance peut-être beaucoup. J'envoie un peu de rêve, histoire qu'on puisse se retrouver avec joie à la rentrée. 26 septembre, avec une audition à 17h de Mathieu Chabanel, président directeur général de SNCF Réseau. Bonnes vacances, chers collègues, et à la rentrée.